Un peu de place, s'il te plaît. Jean-Paul, tu prends beaucoup de place. Non, Jean-Paul, c'est terrible. Trouvez l'intrus. Ouais, je vous présente Jean-Paul. Jean-Paul, vous savez de quoi? Quel est le sujet du jour? Ouais, à peu près. J'ai reçu un mail. Alors déjà, moi je suis Laurent, j'étais l'année dernière, je suis vraiment ravi d'être parmi vous encore cette année, c'est vraiment un grand plaisir. Alors le sujet, je suis vraiment pas spécialiste du sujet. Ça m'a posé énormément de problèmes, j'ai bossé, j'ai lu les études, j'ai vu quand même que dans l'agriculture bio, il y avait quand même beaucoup plus de femmes impliquées que dans l'agriculture traditionnelle. Non mais c'est vrai, j'ai vu 27,6% les derniers chiffres de 2017, les chiffres de la PCA, une étude qu'ils ont faite sur l'agriculture en général, soit à peu près 130 000 femmes qui étaient chefs et non pas, tu sais, salariés dans le monde agricole. Et puis j'ai appris beaucoup de choses. Jean-Paul, la lumière, ça te gêne? Je vois mieux les visages des gens. Oui, et là c'est presque la parité. Et donc pour parler donc de parité, égalité, donc Valérie, je ne présente pas, Jean-Paul, on verra plus tard. Stéphanie, vous la connaissez maintenant. Par contre, vous ne connaissez pas, c'est Françoise. Alors Françoise, déjà, elle va nous faire un petit cours de sémantique. En fait, on a parlé de parité, d'égalité, et je crois qu'il y avait un peu de confusion. Oui, j'ai vu tout à l'heure quand Valérie a présenté. Donc, il y a une confusion entre parité et égalité. Il faut savoir que la parité, c'est pas l'égalité. Il peut en effet y avoir parité sans qu'il y ait égalité. Si on prend le cas, par exemple, du gouvernement, qui est presque paritaire, si on regarde les ministères occupés, on est loin d'avoir une égalité. Et c'est vrai que aujourd'hui, beaucoup de journalistes ou beaucoup de personnes, quand elles parlent d'égalité femmes-hommes, souvent remplacent ce terme par parité. Or là, je pense que aujourd'hui, déjà dans vos instances en agriculture, vous êtes loin d'être à la parité et qu'il faut peut-être déjà plutôt se fixer des objectifs de mixité. Parce que là aussi, on peut parler de mixité simplement quand il y a 30% du sexe sous-représenté. Et la parité et la mixité sont des outils pour aller vers l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je précise juste aussi, on parle d'égalité femmes-hommes et pas d'égalité hommes-femmes, parce que justement le F est devant le H dans l'alphabet, et que la langue française, elle est déjà suffisamment, entre guillemets, sexiste, d'où autant appliquer l'ordre dans l'alphabet. Alors Françoise, c'est vrai, tout de suite on s'est lancé dans le sujet. Vous êtes professeur de français? Je ne suis absolument pas professeur de français. Je suis donc la gérante du cabinet Perfégal, qui est un cabinet conseil en égalité entre les femmes et les hommes que j'ai créé il y a 14 ans. Nous sommes 2 associés et nous intervenons uniquement sur cette thématique-là, sur toute la France, parce que c'est vrai que si on intervenait qu'en Finistère, je pense qu'on aurait mis la clé sous la porte depuis longtemps. Donc on intervient autant auprès des grands groupes, des entreprises, des PME, des partenaires sociaux, mais aussi auprès des collectivités, des administrations. Et là, à 2 niveaux, au niveau, parce que ce sont aussi des gros employeurs, donc en tant qu'employeurs, mais aussi sur la prise en compte de l'égalité femmes-hommes dans les politiques publiques. Voilà. Et vous avez travaillé avec le monde agricole? Et j'ai travaillé avec le monde agricole il y a quelques années, mais plus en agriculture conventionnelle, où on a travaillé sur la place des femmes en agriculture. Donc j'ai travaillé avec les GVA sur le pays de Brest. Et, les GVA, excusez-moi, parce que Jean-Paul il comprend pas ça. Alors c'était les groupes de valorisation, je ne sais plus comment ça voulait dire, vulgarisation, voilà. Je pense que ça s'appelle plus comme ça maintenant, mais en tout cas, c'était les groupes de vulgarisation agricole. Et ça fait déjà 7-8 ans qu'ils réfléchissaient à la place des femmes en agriculture, comment faire en sorte qu'elles soient plus visibles et comment faire en sorte qu'elles soient plus présentes dans les CUMA, au niveau des chambres, dans les instances décisionnelles, etc. Stéphanie, qu'est-ce que tu en penses? La place des femmes, pourquoi est-ce qu'il faut vraiment en parler aujourd'hui? Ah oui. Parce que
Enfin, c'est, je pense, une prise de conscience collective de l'importance effectivement de la parité et de l'égalité en agriculture, et en particulier en agriculture bio, parce qu'on a tendance peut-être à du fait de notre avancée sur les aspects environnementaux, de se dire que finalement on revendique qu'on est pionnier, et finalement sur les aspects sociaux on est peut-être un petit peu en tout cas en retard. En tout cas, il faut qu'on s'interroge, quoi. Et c'est vrai que cette idée, elle a émergé il y a 3-4 ans, en fait, quand j'étais présidente de la FNAB. J'intervenais dans différentes assemblées, et j'ai eu beaucoup de témoignages, en fait, d'agricultrices qui étaient contentes que ce soit une femme qui soit à la tête d'une organisation professionnelle, et qui elle-même se disait mais moi je serais jamais capable de faire ça. Et du coup ça m'a beaucoup interrogée sur mais pourquoi finalement à la fois elles sont fières d'être représentées, mais elles s'investissent pas dans notre mouvement. Et donc on a monté un comité de pilotage à la FNAB sur cette thématique, et on a lancé une enquête auprès des femmes agricultrices, ne serait-ce que pour savoir qui déjà elles étaient en France. Et on a été très surpris du résultat de l'enquête et de l'étude, où en fait finalement sur des 10 000 agricultrices sollicitées au travers d'une enquête internet, on a quand même eu 2500 réponses, ce qui est énorme en fait dans une enquête nationale. Et donc on s'est dit que ce sujet semblait visiblement intéresser les femmes, et elles avaient envie de se connaître et sans doute probablement d'échanger. Et donc voilà, c'est comme ça qu'a démarré l'aventure. Et puis l'année dernière, en Assemblée Générale, on a présenté à la FNAB, on a présenté les résultats de l'enquête, et on a décidé d'enclencher tout un travail sur ces thématiques, avec l'enjeu effectivement d'arriver à la parité dans nos conseils d'administration déjà, et puis après... Alors, justement, il y a des axes pour aller plus loin, parce que l'étude, on a vu, Valérie a présenté les chiffres, c'est en fait pour qu'on valorise le rôle de la femme dans le monde agricole, en particulier dans le monde agricole bio. Simplement, comment fais-tu, toi, dans ta vie de tous les jours, là, pour l'exploitation, la famille, et puis... En fait, c'est vrai que c'est un travail sur nos propres représentations. On échangeait là-dessus avec notre voisine. En fait, moi, j'ai une fille qui est étudiante en sociologie, et qui m'a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses sur la manière dont on se comporte dans la société vis-à-vis des femmes, des filles, etc. Et je me suis dit, ah oui, effectivement, et en agriculture, c'est la même chose, quoi. Et donc, on a... on a besoin d'affirmer à la fois notre différence, et en même temps la nécessité d'égalité, et le rôle qu'on joue au sein de l'agriculture, qui peut être différent du rôle des hommes, mais qui en même temps est aussi important, même si dans la représentation agricole c'est pas le même, quoi. Et finalement, au fur et à mesure que ce sujet, on en discute, je prends conscience qu'effectivement, je fonctionne dans les mêmes clichés ou les mêmes stéréotypes que peuvent avoir le reste de la société, et qu'il faut s'en extraire. C'est pas facile, c'est un travail de tous les jours sur ces thématiques. Et l'idée, c'est d'échanger aujourd'hui tous ensemble sur prendre conscience, c'est quoi les stéréotypes, et comment on essaye petit à petit de s'en extraire, et on avance, quoi. Et donc, moi, comment je fais pour répondre à ta question? Comment je fais? Je suis associée au sein d'un GAEC, donc je suis associée au même titre que mon beau-frère et mon mari. J'ai le même nombre de parts, j'ai le même revenu agricole à la fin du mois. Et ça a toujours été une volonté que, dès le début, que j'ai souhaité avoir, c'est-à-dire, je considérais que j'avais un rôle à part entière sur la ferme, même s'il est différent, et même si je prends conscience qu'il est différent. Et donc ça, c'est peut-être un premier enjeu, c'est le statut des femmes en agriculture,
quel statut on prend, nous, en tant que femmes, dans la ferme, et même si ça coûte plus cher en cotisation sociale, même si c'est parfois, ça peut paraître différent ou compliqué, prenons le statut de chef d'exploitation dès le départ, c'est important. Avant que Jean-Paul fasse un commentaire, on va passer la parole à Valérie. Non, parce que Jean-Paul arrive normalement, il va analyser le propos. Valérie, oui, le fait déjà d'être au conseil d'administration du GAP 29, finalement, toi, ça t'a donné, j'ai senti un pouvoir, tu t'es exprimé, t'as changé ta vie ou quoi ? Alors je ne sais pas si c'est ça du GAB qui m'a fait changer. Je pense que je suis tombée dedans assez petite et que je m'investis depuis très très longtemps en fait au niveau de plusieurs CA. Je pense que c'est ce qu'on appelle le militantisme et l'engagement bénévole. Ça fait partie de mes valeurs à l'intérieur et je pense que je ne peux pas vivre autrement. Par contre, c'est vrai que moi je suis issue d'un milieu extérieur, du monde agricole. Donc en fait, le fait de m'investir dans le réseau m'a permis de vraiment découvrir en fait ce monde et à la fois ses valeurs, mais aussi de bien comprendre tous les rouages de notre système, à la fois agricole général, mais aussi bien évidemment la filière bio. Et c'est vrai que moi je m'épanouis parce que je considère aujourd'hui qu'on doit s'investir et défendre tous ensemble et que ça fait partie de notre métier. J'y viens comme pour moi c'est une journée de travail. Voilà, je pars de la ferme, mais je m'investis, je travaille pour défendre le bio, des fois sur la ferme, et puis des fois ici ou à l'écopole ou ailleurs. Alors Jean-Paul, le pouvoir des femmes, ça te fait peur ? Il a tout dit là, je crois. Tu me poses une question. Je suis à une table ronde qui déjà n'est pas ronde, mais ça c'est un autre problème. Je suis à la table, donc je dois être amené à répondre, m'exprimer. Normal. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit cette semaine, parce que là je suis donc Ronan Le Fur, je suis comédien, et là je suis en personnage de Jean-Paul Lastenette. Donc c'est du théâtre là. Et on m'a demandé de venir. Jérôme m'a dit ça peut être intéressant qu'un comédien vienne parler pour l'égalité femmes-hommes. Je n'y connais rien sur le sujet. Que ça soit clair. Donc je me suis dit, tiens. Mais par contre, je me suis dit, non, lui il trouve que ma posture ici, le fait que je sois là, c'est légitime. Ok. Alors qu'est-ce que je peux apporter aujourd'hui, là, maintenant, au débat? Je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit, donc bon, là-dessus... Et je me suis dit qu'il y a les propos d'un poète qui me... Tu vas pas lire tout ça, là, non? Oh, ce truc-là, vite fait. Ah si. C'est un monologue, là. Oh non, ça fait ça, sincèrement. On verra après si ça valait le coup ou pas. Mais écouter un poète à l'AG du GAB, que les poètes sont invités ici, c'est un signe d'ouverture, et voilà. Joue le jeu. Menace le travail encore plus. Ne sois pas le personnage principal. Cherche la confrontation, mais n'aie pas d'intention. Évite les arrière-pensées. Ne tais rien. Sois doux et fort. Sois malin. Interviens et méprise la victoire. N'observe pas, n'examine pas, mais reste prêt pour les signes, vigilant. Sois ébranlable. Montre tes yeux. Entraîne les autres dans ce qui est profond. Prends soin de l'espace et considère chacun dans son image. Ne décide qu'enthousiasmer. Échoue avec tranquillité. Surtout aie du temps et fais des détours. Laisse-toi distraire. Mets-toi, pour ainsi dire, en congé. Ne néglige la voix d'aucun arbre, d'aucune eau. Entre où tu as envie et accorde-toi le soleil. Oublie ta famille. Donne des forces aux inconnus. Penche-toi sur les détails. Pars où il n'y a personne. Fous-toi du drame du destin. Dédaigne le malheur et apaise le conflit de ton rire. Mets-toi dans tes couleurs, sois dans ton droit, et que le bruit des feuilles devienne doux. Passe par les villages, je te suis.
C'est tout pour l'instant ce que j'ai à dire. Non, mais attends, qui a écrit ça? Alors, mais bien sûr, Ah ben je voilà. l'ai pas écrit ce matin. C'est un texte de Peter Hanke, qui est un poète, dramaturge, écrivain allemand. Est-ce qu'il est toujours vivant ou pas? Peut-être. Voilà, Peter Hanke, et le texte s'appelle Par les villages. Merci de nous avoir aidés dans Il ce y a eu de la débat. poésie au Gap. Florence, tu peux repasser le micro à Florence parce que on va. Françoise, pardon, je dis oui. Françoise, oui, désolé, je suis perturbé entre. C'était Jean-Paul et comment l'autre prénom? Ronan. Ah, Ronan, d'accord. Et il faut que j'emploie Jean-Paul. Françoise, je vais y arriver. Par rapport à la place des femmes, on a vu par rapport à la famille. En fait, c'est quand même difficile. On a vu dans les sondages de la FNAB que 60% comme ça de mémoire des femmes en fait préfèrent laisser les tâches ménagères et s'engager plus dans leurs tâches agricoles. C'est ça? Et puis une autre partie qui préférait finalement revenir plutôt s'occuper du ménage. Alors, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Non, Bon, alors, non, je me non. suis trompé. Déjà, je pense que, comme dans la société en général, il y a une inégalité de répartition des tâches domestiques entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, 88% encore des tâches domestiques incombent aux femmes. Alors, avec des variantes, qu'on soit en milieu urbain et suivant la catégorie socio-professionnelle ou en milieu rural. Mais ce qu'on a vu au niveau de la FNAP, c'est que il y a surtout quand elles sont en couple sur l'exploitation, il y a pratiquement 60% qui disent que l'ensemble des tâches ménagères leur incombent encore. Quand je dis tâches ménagères, il y a aussi les tâches domestiques et puis s'occuper des enfants. Et souvent, ce qui se passe aussi, du moins pour une femme sur l'exploitation, c'est que non seulement elle doit s'occuper des tâches ménagères, mais elle doit être présente, en effet, faire son travail sur l'exploitation. Et souvent, il y a aussi toute la partie gestion administrative et financière qui leur revient, souvent d'office. Là, c'est 80% des femmes qui gèrent ces Ils font la tâches-là. gestion. Il y a très peu d'hommes qui font la gestion. Alors, c'est pas très peu déjà, c'est 20%, mais c'est souvent, c'est comme si les tâches étaient sexuées, qu'elles étaient interchangeables, à savoir tout ce qui est mécanique et technique, c'est plus aux hommes, et tout ce qui est plus, je dirais, administratif et domestique, l'était d'office plus aux femmes. Alors, je vais pas dire que c'est le cas de tous les couples, ou c'est le cas de toutes les femmes ou tous les hommes, parce que les femmes, c'est pas une catégorie homogène, ni les hommes non plus d'ailleurs, mais c'est quand même souvent ce qui se passe parce que culturellement, le poids de notre éducation, le poids de la religion va faire qu'on a des rôles attendus des hommes et les rôles attendus des femmes et que voilà, ce sont nos propres stéréotypes, préjugés qui fonctionnent. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que pour les femmes, du coup, ça fait des doubles journées et elles ont souvent intégré cette contrainte-là. Et du coup, on peut se demander aujourd'hui pourquoi elles sont, alors qu'elles sont quand même 10 000 en agriculture, pourquoi elles sont moins représentées dans les instances, dans les bureaux, dans les CA, etc. Pour ça, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'elles ont plus de mal que les hommes à articuler leur temps de vie, puisque se libérer encore pour venir à des réunions alors que souvent elles ont déjà du mal à tout gérer, elles vont avoir tendance à attendre que les enfants soient un peu plus grands pour s'investir. Souvent c'est ce qu'elles disent aussi. Donc ça peut être une première raison, parce que je crois que le principal frein, c'est le rapport au temps qui n'est pas forcément le même pour les femmes que pour les hommes. Et puis, donc là, il y a une différence alors. Pourquoi le temps serait différent? Le rapport au temps, je n'ai pas dit que le temps était différent. Le rapport au temps est différent dans le sens, je vous dis, où les tâches domestiques leur incombent encore beaucoup. Alors il y en a certaines souvent qui nous disent « Oh mais moi j'ai de la chance, enfin ce que vous dites c'est pas vrai, moi j'ai de la chance, mon compagnon, mon mari participe aux tâches ménagères. » Alors je dis évidemment tant mieux, mais si vous pouviez enlever le terme « j'ai de la chance », parce que là aussi
aussi, on valorise du coup la participation du conjoint aux tâches ménagères et domestiques. Et je suis pas persuadée que souvent, je dirais, les hommes entre eux disent j'ai de la chance, ma femme ou ma copine participe aux tâches domestiques. Donc déjà nous-mêmes, faut qu'on arrête aussi de dire j'ai de la chance. Ça devrait être entre guillemets normal. Donc on voit bien, bon, avec je dirais les jeunes maintenant, ça évolue un petit peu mieux en termes de répartition des tâches. Ça peut être assez équilibré, sauf souvent à l'arrivée du premier enfant où d'un seul coup, de nouveau, il y a un déséquilibre et ce sont encore les femmes qui majoritairement s'occupent des différentes tâches. Mais surtout la problématique, c'est que toutes ces tâches dont elles s'occupent sont pas forcément visibles ou valorisées. Et que souvent, en plus quand elles sont dans le milieu agricole, certaines, elles n'ont pas la formation. Donc du coup, vont pas non plus s'accorder la légitimité et vont aussi se dire, comme j'ai pas une formation agricole, peut-être je vais pas non plus aller m'investir dans les instances parce que je vais être moins légitime, moins crédible sur le sujet. Donc il y a aussi cette deuxième raison sur aussi pourquoi on les retrouve pas. Et puis il y a une troisième sur qu'on regarde pas forcément non plus, c'est se demander, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tel que les instances, les conseils d'administration fonctionnent, qui sont majoritairement masculins, ça donne envie aux femmes d'y aller. On peut aussi se poser la question, d'où l'intérêt d'avoir de la mixité homme-femme justement dans ces instances-là, parce que je pense que ça va modifier complètement le fonctionnement et ça va aussi, on sait que la mixité est source d'innovation et ça va donner de nouvelles idées. Alors que quand on est entre pairs, qu'on se coopte entre soi et qu'on pense entre soi, on innove moins. Et alors aussi, les femmes sont très diplômées en fait dans le monde agricole. On a vu ça dans le sondage. Oui, on a vu que en agriculture bio, donc les femmes sont plus jeunes quand elles s'installent, elles sont souvent très diplômées, mais c'est pas forcément dans le secteur agricole et qu'elles ne valorisent pas toujours non plus ces diplômes-là ou ne transfèrent pas toujours ces compétences-là, justement pour être plus visibles, en particulier dans vos fédérations. Stéphanie, vous êtes d'accord avec ce propos, en fait, le fait que finalement les tâches, finalement ménagères ou comment on dit quotidiennes. On dit tâches domestiques, ça inclut tout ce qui est cuisine, ménage et s'occuper des enfants. Et même la gestion, c'est finalement plus féminin, c'est plus dans les fermes, c'est. C'est flagrant dans l'enquête en tout cas. Hein. C'est vrai que c'est ce que ça a montré avant tout, c'est qu'en fait la majorité des femmes disent qu'elles sont qu'elles se chargent en majorité des tâches domestiques et que elles sont à pratiquement 70% ou même plus sur les aspects administratifs et comptables quoi. Et en fait en agriculture c'est très peu la partie administrative et comptable est très peu valorisée. En gros, c'est les papiers. On sait bien comment ça fonctionne. D'un côté, les hommes qui disent les papiers, j'ai pas le temps, ça fait suer. Et voilà. Et les femmes qui sont peut-être sans doute plus consciencieuses et qui considèrent que c'est plutôt important, s'y collent quoi. Ce qui fait qu'on arrive à une situation où, en fin de compte, les femmes qui ont choisi ce métier pour être dehors, pour être à l'extérieur, se retrouvent ou sur les tâches administratives, donc à l'intérieur, ou sur les tâches de transformation dans les labos, donc à l'intérieur également. Et donc finalement, d'un métier qui devait être très extérieur, on se retrouve à un métier très intérieur. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'avais même pas, alors que je suis typiquement dans ce schéma-là, que j'avais pas pris conscience, quoi. Et je me dis, mais oui, finalement, l'évolution a fait que ça s'est passé comme ça. Alors, moi, le côté administratif, ça m'a arrangé finalement de m'en occuper, en tout cas... parce que justement je prenais des responsabilités. C'est-à-dire que c'était une partie qui pouvait être ou fait à distance ou être décalée. C'était pas dans le quotidien de la ferme. Ce qui m'a permis, moi, effectivement, de prendre des responsabilités, de pouvoir partir quand je voulais. Et, voilà, c'était le côté avantageux. Mais c'est vrai qu'au bout de 20 ans, maintenant, et en plus, j'ai moins de responsabilités, et en plus, au bout de 20 ans, moi, j'en ai marre, quoi. Les papiers, j'en ai aussi marre que mes associés. Et la question se pose de qui va les faire, et personne ne veut les faire. Et donc, là, en tout cas, nous, on est en train de s'interroger sur comment on fait pour recruter quelqu'un sur cette partie-là, quoi. Parce que, en fait, il y a aussi, on a le droit aussi de nous, en tant que femmes, d'en avoir ras-le-bol de ce côté administratif et peut-être d'avoir envie d'être plus à l'extérieur. Il y a l'égalité dans ton entreprise. Est-ce que tu es face qu'à des hommes ou est-ce qu'il y a vraiment moi j'ai 2 associés. Après on a des salariés avec
deux associés hommes, oui. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est plein de questions en fait qui émergent. Et c'est vrai que le fait de parler de ce sujet, enfin, moi je découvre qu'en fait ça fait émerger plein de questions sur ma ferme, mais aussi à l'extérieur, quoi. Et quand on en débat, le sujet femme, finalement, moi j'ai plus de femmes qui échangent avec moi. On voit émerger des problèmes sur le fait qu'on va pas à l'extérieur parce qu'on n'a pas le temps de faire notre ménage ou difficilement, et du coup, enfin c'est une agricultrice justement à la formation à Paris qui disait qu'elles se sont retrouvées entre agricultrices en Île-de-France. Elles se sont dit non, mais de toute façon c'est pas un sujet, on n'a pas de problème d'égalité ou de parité en agriculture. Et puis finalement, en discutant entre elles, elles se sont aperçues qu'elles étaient toutes débordées de boulot, qu'elles avaient du mal de faire leur ménage, que finalement parce qu'elles faisaient pas leur ménage, elles accueillaient, enfin elles invitaient pas personne chez elles parce que finalement elles avaient un peu honte de leur soi, et qu'elles se retrouvaient un peu toutes seules, quoi. Et elles se sont dit, mince, finalement, on est face à une situation qui doit nous interroger, quoi. Et c'est en ça où ce sujet est important à discuter. Comment on peut en sortir Comment on peut faire? On peut réagir, ouais. Oui, s'il y a un autre micro. Anne, je suis installée du coup avec Landry, qui est administrateur on est en lait, voilà, et j'étais juste avec, on a été avec Marlène Schiappa, qui s'est déplacée dans le Finistère au mois d'octobre, de mémoire. Voilà, qui fonctionne. Voilà. Marlène Schiappa, qui est secrétaire d'État à la parité, l'égalité, je ne sais plus le terme exact, femmes-hommes. Voilà. Et du coup, on a été avec Manu, qui est la conjointe de Nolwenn. Donc, on était 2 agricultrices bio, plus Sandrine Lefeur, qui est députée. Et en face de nous, il y avait également la Chambre d'agriculture qui est arrivée avec le réseau au féminin. Bon, politiquement, j'ai rien dit, mais la chose qu'elles ont donnée à la secrétaire d'État m'a totalement choquée. Elles ont donné un livre de recettes. Là, je lui dis, on est mal barré, hein. Franchement, voilà. Moi, si on cantonne le rôle de l'agricultrice à comment bien cuisiner le veau, non, voilà. Du coup, je pense qu'au niveau de l'agriculture bio et de son réseau, on a des choses à faire. Parce que déjà, on est plus jeunes, il y a une moyenne d'âge qui est beaucoup plus faible, parce que, bon, sans les dénigrer, elles avaient toutes 50 ans passés en face de nous. Voilà. Et l'égalité se résumait à ce livre de recettes. Voilà. Point. Bon, on reste dans les stéréotypes, en fait, voilà. C'est ça. Ça a été très court, moi, franchement, on n'est pas à l'égalité sur la ferme. Hein, peut-être par ma faute aussi, je me cantonne aux tâches ménagères, au papier, par choix. Je ne suis pas de milieu agricole, donc j'ai fait un BPREA pour m'installer. Donc c'est vrai qu'au niveau du tracteur, au début, je ne voulais pas, à part mettre un roune de foin, un roune de paille, voilà. Mais il faut à un moment donné se forcer à faire les choses, quoi. Et le truc tout bête, mais je pense que la tronçonneuse, c'est plus moi qui l'utilise que lui, quoi. Voilà. Voilà. Mais ça choque encore quand j'arrive pour faire, il me manque une pièce, que j'arrive avec Sophia au magasin, et puis avec la tronçonneuse de l'autre, on me regarde avec... Voilà, ça a l'air pas courant, pourtant la tronçonneuse devrait être un travail autant d'agriculteur que d'agricultrice. Voilà. Alors moi, ce que je voudrais rajouter, c'est ce qui est difficile dans le milieu agricole, c'est qu'en plus le lieu de vie et le lieu de travail, il est le même. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que les agricultrices, elles articulent leur temps et en fonction, donc elles vont passer un certain temps sur l'exploitation, ensuite elles vont revenir pour aller chercher les enfants à l'école, après elles vont s'organiser entre les courses, etc. Et les tâches ménagères. Ce qu'on s'aperçoit, c'est un secteur où on externalise très peu
les tâches ménagères ou les tâches domestiques, voire même faire appel à une garde d'enfants ou autre, ce qui fait que ça leur fait des sacrées journées. Ça ramène à s'interroger aussi sur du coup le rapport à l'argent au niveau de l'exploitation et se dire mais où est leur valeur ajoutée? Est-ce que vraiment elles choisissent de tout cumuler, ces trois fonctions-là, à la maison et au boulot, ou est-ce que si justement elles souhaiteraient plus s'investir sur leur travail, est-ce que justement il n'y aurait pas à réfléchir pour externaliser des autres tâches? Et ce qu'on avait fait avec les femmes agricultrices, et les hommes, c'était des groupes mixtes, il y avait aussi des hommes agriculteurs, je leur avais fait faire un exercice et j'avais demandé aux femmes de rédiger une petite annonce pour les remplacer pendant 1 mois, voire 2 mois sur l'exploitation. Et c'était très intéressant parce qu'elles se sont rendues compte que c'était pas une petite annonce qu'elles allaient devoir rédiger, mais 2, voire 3, parce qu'elles avaient des exigences au niveau donc de leur travail sur l'exploitation, mais elles avaient aussi énormément d'exigences pour laisser leurs enfants sur la personne qui allait garder les enfants, et elles avaient aussi des exigences sur toute la partie gestion administrative et financière. Donc du coup, je leur disais, mais est-ce que vous pensez que vous pouvez trouver une personne qui va avoir toutes ces compétences-là pour vous remplacer? Et c'était très intéressant parce que souvent elles avaient un déficit d'elles-mêmes, l'impression de ne pas avoir de métier parce que souvent elles l'ont épousé quand elles se sont mariées, et c'était aussi leur faire prendre conscience de toutes ces compétences qu'elles avaient et qu'il fallait pouvoir les valoriser justement, et que et en termes d'estime de soi c'était important. Et les hommes, ils n'étaient pas loin de là dans le déni de la place des femmes sur l'exploitation. Je leur ai fait travailler sur l'organisation 1 mois sans ma femme à la ferme. Et c'est vrai qu'on a beaucoup ri parce que du coup, alors avec des différences de génération, certainement entre les plus anciens et les plus jeunes, quoique, c'était très rigolo parce que les hommes, ils étaient plutôt à se dire ah ouais, en effet, comment on va faire? Donc ils disaient qu'ils allaient acheter beaucoup de justement là où ils disaient qu'ils allaient pas vraiment cuisiner, donc ils allaient beaucoup acheter de conserves, ou qu'ils allaient manger au restaurant plus souvent. Que l'histoire du lavage du linge, ça allait être compliqué. Donc vous voyez, c'était hyper intéressant parce qu'en plus entre eux, hommes et femmes, ils ont pu aussi échanger sur toutes ces tâches et sur une organisation d'une journée. Et on a fini par bien se rendre compte en effet que les tâches, elles étaient sexuées, qu'elles n'étaient pas forcément interchangeables. Et du coup, ça a interrogé aussi donc les agriculteurs et les agricultrices si jamais il y avait un accident de la vie, en termes de séparation, maladie ou autre, comment ça pouvait aussi mettre en péril l'avenir de l'exploitation. Donc on est même allé jusque-là, et puis on est allé plus loin aussi. J'aurais dit qu'il fallait peut-être aussi réfléchir à valoriser justement ce temps passé des femmes, et au niveau des tâches domestiques et au niveau administratif, parce que par exemple tout ce temps qu'elles passent à la cuisine, en particulier quand il y a des salariés au moment des moissons ou autres, tout ça c'est pas forcément valorisé. Donc moi ce que je leur disais, c'est pourquoi pas comparer avec le prix que coûte le restaurant pour toutes ces personnes-là, et de le valoriser au niveau du bilan, parce que c'est aussi leur contribution. En fait, c'est ça, quand vous parliez de rapport à l'argent, c'est qu'il faut valoriser les tâches ménagères. Qu'on ne considère finalement pas comme du travail salarié, c'est une occupation finalement. Oui, enfin une occupation. Non, mais c'est vrai, mais au sens parce que certaines elles préféraient, je veux dire, s'en passer, et on se pose aussi la question du coup, à travers toutes leurs compétences, où est leur valeur ajoutée? Je pense que si elles ont aussi une valeur ajoutée importante sur l'exploitation, c'est peut-être intéressant aussi dans ces cas-là, ce que je disais, de sous-traiter ou d'externaliser les autres tâches. Alors comment on sort de ces stéréotypes? J'allais rajouter peut-être que déjà en s'engageant dans un syndicat ou une association, déjà il y a une première étape. Si on est en réunion, si on a un CA, c'est lui qui va chercher les enfants, c'est lui qui s'occupe. Si on est en déplacement, il doit faire de A à Z. Voilà. Et déjà, peut-être qu'en se forçant à s'engager à l'extérieur, on fera évoluer les choses. D'office, justement. Voilà. En fait, oui, c'est pas interchangeable. Jean-Paul, tu veux ajouter quelque chose? Mais je vois beaucoup de visages qui font « Ah oui, ça c'est sûr », qui réagissent beaucoup là à ce qui se dit, et j'aimerais plus entendre des exemples. Voilà. Des exemples de comment ça s'est passé dans la sphère intime. Le micro.
Alors, déjà, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Claude, je suis l'épouse de Stéphane Poupon. Et je voulais présenter les excuses de la ferme, qui en fait s'est retrouvée au cœur du marasme qui a bousculé un peu le GAB. Au-delà de ça, et des affaires personnelles et familiales, j'en tire 2 éclairages qui concernent les femmes. D'une part, le groupe Semence. En fait, c'est assez rigolo, mais en fait, on est quasiment à égalité, hommes-femmes, dans le groupe Semence. Et ça, c'est vachement sympa et c'est assez remarquable. Et d'autre part, je me retrouve au fond du trou depuis 5 mois. Et le seul éclairage que j'ai reçu, c'est Solidarité Paysanne. Et je voudrais les remercier. Pardon, je suis encore très émue. Et donc, parce que ce sont des gens vachement bien. Et je reviens sur ce que vous dites, c'est qu'effectivement, heureusement que je me suis toujours occupée des tâches administratives, parce que j'ai eu moins de mal à remonter la pente, et au moins affronter les impôts, les MSA, le CFE, enfin tout ce qu'il faut faire, parce que nous étions en coexploitation, en indivision en plus, donc évitez ce statut si vous n'êtes pas sûr de la personne avec qui vous vivez, parce que c'est très compliqué, et surtout quand la personne n'est plus là pour signer les papiers, à tout abandonner, et refuse tout contact. Donc vous avez tout l'état des lieux. Et par contre, Solidarité Paysanne m'a beaucoup aidé administrativement. Ils ne font pas les choses à votre place. Ils vous donnent un peu la carte des jeux possibles. Et ils sont là. Ils ne vous lâchent pas. Moi, ils ne m'ont toujours pas lâché. Voilà. Donc ça peut être pratique. Tout à l'heure, c'est dommage qu'ils soient partis, les députés et autres représentants du conseil départemental, parce que je pense que ce sont des personnes à soutenir. Pratiquement, ils ne demandent pas forcément beaucoup d'argent, c'est pas la question, c'est pratique. Ils demandent des adhérents, ils demandent des compétences, ils en ont énormément de compétences. Et en fait, pourquoi c'est intéressant aussi, c'est qu'ils se rendent compte aussi que beaucoup de paysans, il y a énormément de paysans en difficulté. On ne le sait pas. Et peut-être que votre voisin est en difficulté et qu'il va falloir peut-être le prévenir, les techniciens ou quelqu'un, ou même le Crédit Agricole, il y a des gens qui peuvent faire le pont. Parce qu'il vaut mieux avoir son paysan à côté, comme diraient certains, mon putain de voisin qui fait des âneries et qui... Voilà. Mais plutôt qu'une grosse machine ou d'une industrie ou des gros sociétaires dont on ne connaît plus les salariés. Donc moi je les remercie encore. On n'est pas au bout de la pente. J'ai l'impression de sortir un peu du coma. Mais on va y arriver. Et c'est aussi grâce à eux, quoi. Voilà. Et effectivement... dans cette répartition des tâches, qui est importante, moi je me suis retrouvée avec un tracteur qui était plus du tout adapté pour moi. Quand j'ai voulu monter dessus, je suis passée dessous, parce que la marche elle était cassée. Il n'y avait plus un outil qui fonctionnait correctement. Et en fait, par la force des choses, on se répartit trop le travail. Au départ, on est parti sur quelque chose d'interchangeable, chacun devait pouvoir faire, donc nous sommes maraîchers. On devait pouvoir faire, et en fait, par la force du temps, aussi le goût, on s'est réparti beaucoup le travail. Et en fait, Stéphane, il avait la mauvaise habitude de ne rien noter. Donc tout était dans sa tête, les rotations, les amendements. Et moi, je me retrouve dans le vide pour tout ça. Et j'ai failli ne plus être en bio. Parce que Ecocert m'a demandé des comptes. Et je ne pouvais pas répondre. Bon, ils ont été sympas parce qu'ils ont bien compris la situation. Mais potentiellement, on peut se retrouver vraiment le dos dos au mur, quoi. Voilà. Merci pour ce témoignage. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer ? Ah non, maintenant, c'est bien. Pardon. C'est qui parle. Bon, on parle des femmes en agriculture, mais avant d'être en agriculture, il y a souvent un travail extérieur, ce qui permet aussi d'avoir un équilibre différent. Nous, on est un petit peu, on est en filière longue, on fait du lait. On a créé un outil de transformation justement pour créer une activité pour Véronique qui arrivait sur la ferme. Donc c'était son choix. C'est pas un choix par défaut. En ce qui concerne les tâches ménagères, moi j'ai été en congé parental en 1992, avant d'être à la ferme, 3 ans. Et avec 3 filles, ça change les choses. Et je pense que c'est la meilleure période de ma vie. Et j'aimerais bien la faire partager avec un grand nombre, parce qu'aujourd'hui, à l'heure du repas,
Véronique peut très bien mettre les pieds sous la table. Bon, souvent la fromagerie implique quand même des horaires. Bon, moi j'aime pas trop être enfermé, ça c'est une histoire aussi. Je suis paysan pour être dehors, malgré les aléas climatiques et tout ça. Bon, on en profite bien maintenant qu'il fait beau, mais on en chie un petit peu pendant l'hiver quand même. Et bon voilà, je voulais un petit peu partager ça pour dire que les choses ne sont pas figées, peut-être qu'elles le deviennent. Bon, l'histoire de l'administratif, c'est aussi une histoire de compétences. Je parle de Véronique, mais c'est une tueuse en administratif, quoi. Et elle ne lâche rien. Et en fait, elle s'y retrouve avec la transformation, la vente directe, et on participe aussi à des magasins de producteurs. Parce que c'est pas qu'on n'est pas sociable, nous paysans, mais elle aime ça. C'est une commerciale née, enfin c'est plein de choses, quoi. Merci. Un autre. Je veux bien rebondir sur le congé. Tu as dit congé parental pendant 3 ans. Et financièrement, on en est où là actuellement aujourd'hui par exemple C'est fini. Pour les hommes. Il est fini. Ça n'existe plus. Non, le gouvernement actuel l'a divisé par 2. C'est une histoire très démagogique en disant 18 mois pour les hommes et 18 mois pour les femmes, sachant que les hommes ne le prennent pas à 90%. Hein? Et je voudrais juste préciser un truc, pendant 3 ans, ma famille ne m'a pas demandé ce que je faisais. Donc c'était quand même vachement tabou. J'ai voulu passer un concours d'instituteur, l'inspection d'académie m'a dit « Vous n'avez pas eu de congé de maternité ». Donc là, il y a des difficultés dans l'autre sens aussi, hein. On peut comprendre. On est vraiment dans un autre monde. Hein. Hop, je vais juste... Je vais lui passer après, ça va. Ouais, du coup, moi, je suis installé tout seul. Non, mais c'est une femme, elle allait m'agresser, vous avez vu. Hein. Moi, je commence à avoir peur. Jean-Paul, il va falloir... Je peux prendre ton casque ou pas? Non, mais elle vient de rentrer au CA en plus. Ah oui, non, mais en plus. Je sais pas si je vais revenir. Wendy. Pardon, tu as la parole. Non, c'est bon. Simplement, ouais, moi, je suis installé tout seul. Enfin, on va dire. En théorie, quoi, c'est-à-dire c'est un UTH sur la ferme. Depuis peu, j'ai une salariée à mi-temps. Et quand on parle des... Donc finalement, c'est moi qui fais la compta, c'est moi qui fais tout. Enfin, pour l'instant, je ne suis pas confronté au problème de la répartition des tâches. Mais en fait, quand j'entends ces questions-là des tâches domestiques, on a dit, c'est ça le mot? La lessive, c'est toi qui fais? Pour moi, enfin à la ferme, oui, quoi. Et je pense que le parallèle que je ferais, c'est ce que faisait mon grand-père quand il était encore vivant. Il faisait énormément de choses qui sont pas créatrices de valeur ajoutée au sens économique du terme. Par exemple, enlever les chardons sur les talus, tout ce qui est enlever les cailloux dans les champs. Enfin, moi, si j'étais tout seul véritablement, je pourrais pas le faire, je serais pas en capacité. Moi, j'ai construit un projet avec un modèle économique, donc un investissement de départ parce qu'il fallait racheter la ferme, une rentabilité, un certain cheptel. Je suis à plus que temps plein, donc j'ai mon père pour m'aider, mon grand-père qui était là avant. Et aujourd'hui, c'est mon père qui fait toutes ces tâches vraiment à l'extérieur. Enfin, c'est-à-dire dans les champs que moi je ne fais pas, je m'occupe pas des talus, je m'occupe pas de tout ce qui est les plantations. Et ça, pour moi, c'est des tâches qui sont riches, quoi, sur une ferme qui, finalement, sont indispensables. Et avant, j'imagine bien, le système c'était des familles, donc finalement, je pense que ça se faisait, quoi. Et aujourd'hui, avec nos systèmes économiques, on valorise pas du tout ça. Résultat, si jamais j'étais véritablement tout seul, en fait, ma ferme n'est pas viable. Pas viable parce que sur le long terme ça partirait en couille, quoi, ça partirait complètement en vrille. Et c'est pour moi, je pense que pour les tâches domestiques ça devrait être pareil. On doit pouvoir trouver donc en agriculture on a trouvé le service environnemental, c'est-à-dire on met une valeur sur ça. Bon, aujourd'hui c'est planter des arbres, s'occuper des cours d'eau, mais ça pourrait être tout un tas de choses. Il faut qu'on arrive à rentrer économiquement, j'ai l'impression, enfin c'est une piste, des choses qui ne sont pas productives au sens direct du terme. C'est pas un kilo de cochon,
mais qui mine de rien, font que l'activité reste viable sur le long terme, quoi. Dans la colonne recettes, de mettre un peu ces activités que j'appelais, qu'on ne définit pas comme un travail effectivement économique. C'est juste une question, je ne sais pas, vous réagirez. Ok, merci. Oui, je voulais intervenir aussi pour parler en fait de notre travail en couple, parce qu'on est installés tous les deux. Enfin, je suis en individuel, mais Wendy est conjointe collaboratrice et elle a aussi un gîte sur le siège d'exploitation. Et en fait, on a des particularités, par exemple au niveau de notre temps de travail. Disons, pour tout de même un très bon résultat économique, on travaille généralement entre 4 et 5 heures par jour. Donc c'est tout de même assez remarquable, quoi. Enfin, disons, on ne travaille quasiment jamais le matin, sauf s'il y a la surveillance de veaux, et généralement le matin c'est Wendy qui travaille. Et pourtant, enfin, on vit tous les deux de nos activités, et enfin, on en vit bien, quoi. Et disons, moi j'étais vraiment parti sur un principe qui est un peu fais ce que tu aimes, dans le sens où je considère qu'on est un couple, qu'on s'aime et que la première priorité c'est prendre soin de l'autre et prendre soin de soi, de ne pas oublier ni l'un ni l'autre, et que du coup d'être prêt des fois à faire des compromis pour faire avancer l'ensemble vers une bonne direction, qui est plus de bonheur, plus de sourire. Et du coup, au niveau de la répartition des tâches, on était vraiment parti sur faire ce qu'on voulait, mais dans le sens tout de même avec une grande rigueur. Ce qui nous plaisait, c'est ça. Et par exemple, Wendy, on élève une race qui peut être rendue docile, une race de bovins qui peut être rendue docile assez facilement. Mais je dis bien assez avec de très grands guillemets, parce que beaucoup d'éleveurs considèrent que c'est aussi la race qui peut devenir la plus sauvage. Mais des Highland Cattle. Mais disons, on s'est rendu compte que Wendy adorait vraiment le lien aux bovins. C'était pas prévu ça à la base. Et en fait, quand on a reçu nos bovins, quand ils sont arrivés en semi-remorque à 2h du mat', Wendy, elle est tombée mais folle amoureuse, enfin vraiment, et elle s'imaginait pas, elle n'avait jamais fait d'études agricoles. C'était pas prévu que ce soit sur la ferme. Non, c'était pas prévu qu'elle soit sur la ferme, tout ça. Et en fait, du coup, j'ai commencé vraiment à lui confier le rôle de la surveillance, de l'éducation de nos jeunes. Et du coup, en fait, là, on a 59 bovins. Sur les 59 bovins, on en a plus de 90% qui sont câlins. Quand je dis câlins, c'est qu'on les caresse. Enfin, je suis même monté sur le taureau, je le chevauche. Enfin, disons, on est arrivé vraiment à une complicité homme-bovin qui est spectaculaire. Humain bovin, pardon. Ouais. Pardon, ouais. Et du coup, par exemple, Wendy avait fait une formation avec le GAB au niveau de l'acupression. Et donc, il lui avait appris en fait que sur le point de l'épaule, il y a un point sur le relationnel. Et Contact humain. Et entre le dongle bovin et l'humain. Et en fait, de là, Wendy a joué le jeu et a docilisé tous les veaux. En fait, là, actuellement, tous les veaux sont câlins. Et du coup, on a complètement réfléchi notre vente et on vend de plus en plus de veaux, en fait, docilisés. Et du coup, on tend même un peu plus en chiffre d'affaires depuis 2018 à faire de la vente sur pied. Et en plus, moi qui suis assez sensible, pas délicat, mais sensible, disons, je suis beaucoup plus en paix à les vendre vivants plutôt qu'à les envoyer à l'abattoir. Et même si on avait un certain rituel de leur dire merci, tout ça, mais disons, je suis beaucoup plus en paix de les vendre vivants. Et en fait, de pouvoir les vendre câlins, justement, grâce à l'action de Wendy, disons, en plus de par notre notoriété, on les vend très cher. Et là, je viens de vendre une génisse de 9 mois à 1600 € hors taxe, quoi. Enfin, c'est spectaculaire, quoi. Et là, en 14 mois, on en a vendu une quinzaine. Et disons, je pars vraiment du principe où chacun fait ce qu'il aime faire, et toujours en pensant à l'objectif qu'on aille loin ensemble. Et à partir de là, si on veut aussi parler de la répartition des tâches, faire à manger, c'est moi qui fais, la lessive, c'est Wendy, la vaisselle, c'est aussi Wendy, mais le balai, c'est surtout moi. C'est 50%, la serpillière, c'est moi aussi. Mais pourquoi c'est pas Wendy qui parle là ?
Bon, tout ça pour dire qu'on est à peu près à 50% du temps de travail sur la ferme. 10 minutes là. D'accord. je vais résumer en fait la pensée de Ronan, c'est que on est à 50% du temps de travail sur la ferme, mais on ne fait absolument pas les mêmes tâches. On est à 50% du temps de travail à la maison, mais on ne fait absolument pas les mêmes tâches. On s'adapte au goût et aux capacités de chacun. Voilà, en gros, ce qu'il voulait dire. Très bien. France, oui, on va repasser, oui. Bonjour, moi je suis pas agricultrice, mais j'ai quand même de la famille dans le milieu, et j'avais une question justement sur, ça fait la transition aussi, je voudrais bien avoir votre point de vue sur le statut du conjoint collaborateur. Merci. Ah, alors Valérie, vas-y. Merci. Bien, c'est une très bonne question parce que je comptais rebondir par rapport à Wendy et puis Ronan. Je vois en fait que c'est vrai que votre témoignage est très très intéressant. Donc je vous invite très fortement à réfléchir au statut. Et c'est vrai que moi je suis très 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 en colère par rapport à ce statut de conjoint collaborateur. Donc avant on était aide familiale. Enfin d'abord on n'était rien. Après, on est devenu aide familiale. Puis alors, après, on est devenu conjoint collaborateur. Alors, ça fait vraiment très très beau comme statut quand on va à l'extérieur, qu'on dit ou collaboratrice. Il faut savoir quand même que c'est des statuts un peu, moi j'appelle ça bâtards, qui en fait qui protègent pas vraiment la femme par rapport à sa protection sociale, santé, surtout retraite, et que moi je considère que bah, du coup quand on s'installe en couple, il faut être à 50-50 et que du coup être co-gérant, c'est vraiment l'exemple de la bonne répartition en fait. Voilà, bon ça se fait aussi progressivement, mais c'est important. Et ça fait partie des gros combats en fait de l'agriculture. Moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis issue de l'extérieur et c'est vrai que ça m'a sidéré en fait de voir que des gens pouvaient être du coup sur le coup conjoint collaborateur. Je trouvais ça génial quoi. Vu rien que le mot, ça avait l'air bien. Soit collaborateur, on entend ça dans les autres métiers. Puis alors après, quand tu regardes le papier, en fait, t'as rien le droit de faire, juste passer la serpillière. Et puis après, si un jour t'arrives en retraite, si on t'a pas viré d'ici là, t'as que dalle. Donc c'est super. Donc je pense que c'est vraiment des statuts à bannir. Je sais pas où ça en est dans le monde agricole à ce niveau-là. Je voulais juste apporter une précision par rapport à Françoise qui disait tout à l'heure que dans le monde agricole, c'est vrai qu'on voit encore plus cette répartition sexuée. Je pense qu'il y a un élément qui est quand même hyper important, c'est que, tu disais qu'on était en même temps à la maison et en même temps au travail. Moi, à la limite, je trouve ça super intéressant. Je trouve que ça permet... c'est pas simple non plus d'être homme et femme à travailler à l'extérieur, de devoir faire beaucoup de déplacements, d'arriver à la maison, d'aller chercher les enfants. Je pense que ce problème de répartition des tâches domestiques, elle est évidente dans la société en général. C'est aussi un problème culturel et d'éducation. Et dans l'agricole, au moins, on est sur place et ça permet de pouvoir éduquer ses enfants relativement sereinement parce qu'ils sont avec nous. En fait, ils sont malades. Quand ils sont bébés, on a le babyphone dans la poche. S'ils sont dans la maison, on peut toujours être auprès d'eux et je trouve que c'est quand même hyper facile et ça permet justement de mieux répartir cette répartition entre papa et maman et après également des tâches ménagères. Moi je trouve que c'est un point hyper positif. Je sais pas si d'autres le ressentent la même chose que moi, mais je pense que c'est un atout véritablement finalement d'être sur place. François, François voulait faire un commentaire tout de suite avant de repasser la parole à Wendy et Marie. Non, je ne critiquais pas le fait que ce soit sur place, c'était mais juste que le fait qu'il peut y avoir confusion des lieux et on voit bien aussi les débats qu'il y a aujourd'hui sur le télétravail par rapport à ça. Mais ça renforce surtout, je dirais, les tâches ça renforce la place des femmes à l'intérieur. Je veux dire où elles se sentent plus obligées. Moi, je trouve ça très bien que le lieu de vie et le lieu de travail soit le même, mais dans ces cas-là que les pères prennent autant leur place au niveau des enfants et des tâches domestiques. Alors, je dis pas qu'il y en a pas qui le font, on a eu des témoignages où il y a des hommes qui participent énormément, mais d'un point de vue factuel, d'un point de vue statistique, les chiffres, ils sont encore là. On attend maintenant la nouvelle étude de l'INSEE, parce que tous les 10 ans, l'INSEE réalise une étude auprès des couples qui travaillent sur la répartition du temps, et ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu une première étude en 99, une autre en 2000, et ce qui se passe,
c'est que les femmes en 2000, non, il y en a une en 99, une en 2010. On attend la prochaine étude en 2020. Ce que l'on sait, c'est qu'entre 1999 et 2010, le temps des femmes aux tâches domestiques a baissé de 22 minutes, donc en 10 ans. Mais c'est pas parce que les hommes en font plus, parce qu'ils ont fait 1 minute de plus en 10 ans. Ce qui est très peu. Donc on espère qu'en 2020... C'est toute notre efficacité en fait, c'est non, ça. je pense que les 22... C'est évident, c'est évident, mais l'INSEE a calculé ça. Ouais. On va passer à la question. Oui, on va passer à la question. Ouais, moi je voulais rebondir sur le statut de conjoint collaborateur parce que et pour partager aussi notre expérience. Donc moi je suis chef d'exploitation donc en plantes aromatiques et médicinales à Banalec. Nouvellement, puisque j'ai été cotisant cotisant solidaire il y a peu. Et donc voilà, c'est dans la progression un peu naturelle que je suis passée chef d'exploitation pour continuer à développer l'exploitation. Et tout récemment, Vincent, mon conjoint, me rejoint sur le projet et passe tout récemment aussi conjoint collaborateur. Et pour nous, c'est un statut certes un peu bâtard, mais qui aussi permet de la transition en fait. Comme cotisant solidaire, on dit justement que c'est un statut aussi à double tranchant. Et pour nous, c'est vraiment un moyen de progresser par échelon avant de tout de suite devoir sortir des 1000 et des 100 en cotisation sociale. Donc ça permet ça. Et sinon, je voulais juste aussi rajouter que, et c'est peut-être un effet générationnel, je ne sais pas, par rapport aux autres qui sont présents dans la salle, c'est vrai qu'il y a les statistiques, mais alors moi, je ne me reconnais pas du tout dans cette image, en fait, et mes amis et collègues, en fait, paysans autour de nous, qui sont dans cette même tranche d'âge, en fait, je trouve qu'on a un peu les mêmes schémas, même si évidemment, il y a des divergences, etc. Mais alors, nous, on est vraiment totalement égalitaires, en tout cas sur la répartition des tâches ménagères, de l'éducation des enfants, et d'aller le chercher à l'école, de s'en occuper, de le garder. Pareil aussi au niveau des investissements dans les réseaux extérieurs. Et puis je pense aussi qu'il y a une grande part de responsabilité de nous femmes en fait là-dedans. Et je pense que c'est à nous aussi, beaucoup à nous, de mettre le cadre en fait dès le départ, parce que voilà, c'est sûr que la société peut amener à des schémas, et puis le plus important en tant que femme, c'est d'être consciente tout le temps de ce qui se trame en fait. Certes, l'enfant en bas âge demande, je pense, de manière réaliste, quand même une présence de la mère plus importante certainement, mais c'est pas du tout irréversible en fait, et heureusement, parce que une fois les 2-3 premières années passées, en fait, les choses se rééquilibrent hyper facilement. Enfin, moi, c'est vraiment mon ressenti. Après, on faudrait demander à Vincent son ressenti. Après, sur les tâches... Vincent veut parler. Alors, je finis juste sur les tâches de la ferme, et ça, c'est une grande question, parce que on est en reconversion professionnelle, on était tous les deux ingénieurs avant dans le milieu technique scientifique, et jusque-là on était hyper égalitaires sur les tâches, on faisait chacun tout en fait, autant changer les roues de la voiture que faire la vaisselle, la cuisine, etc. Autant maintenant sur la ferme on a des expertises telles en fait que effectivement on cloisonne et on fait des choix par affinité, donc ils ne sont pas subis. Et on se retrouve effectivement, Vincent, plus dans le domaine mécanique, ceci dit, plus administratif aussi, donc comme quoi il n'y a pas forcément de sexisme non plus. Et puis moi, dans ce que j'affectionne aussi, plus la transfo, la vente, mais quand même aussi en extérieur. Enfin, il n'y a pas que, je ne suis pas que sur la transfo non plus. Donc c'est la conscience de chacun, vous dites, en fait, ce qui est plus important que les sondages. C'est que moi, j'entends les sondages, mais je ne le vois pas autour de moi en tout cas, ni chez moi. Oui. Voilà. Oui, Vincent alors. Non, je voulais juste rajouter, oui, qu'on parle niveau tâches ménagères, c'est bien partagé. Et par contre, sur tout ce qui est électricité, plomberie,
ça pourrait être plus équilibré, vidange, choses comme ça. Mais bon, on attend que ça évolue. Ça, vous n'avez rien fait, vous n'avez rien étudié sur la plomberie. Wendy, vous vouliez rajouter quelque chose ? Je voulais juste apporter une précision par rapport au statut de conjointe collaboratrice. J'ai un double statut. J'ai également un gîte, donc je suis auto-entrepreneur et j'ai une entreprise en plus à gérer en dehors de la ferme. Ce qui fait que mon revenu en fait provient de mon gîte et les revenus de la ferme vont pour autant, mais au final c'est un pot commun finalement. Voilà, j'ai une entreprise à gérer, une activité à moi en plus. Et du coup, la question c'était par rapport aux cotisations pour la retraite sur lesquelles vous aviez rebondi. Donc Renan cotise pour moi pour ma retraite à la MSA et je cotise en plus à l'URSSAF aujourd'hui. Le RSI est devenu à fusionner avec l'URSSAF. Donc voilà. Stéphanie, tu n'as pas saisi? Non, mais je connais pas le statut. Oui. On ne connaît pas en agriculture le statut entrepreneur. Mais... Quand même une chose là par rapport aux réactions. Françoise, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, mais par rapport à... c'est vrai que finalement c'est la volonté de chacun. On voit bien, vous aviez parlé de grands schémas, mais on voit quand même ici des témoignages où il y a de l'équité. J'ai pas dit égalité. Jean-Paul? Il y a un trio que je veux interroger aussi. Ah d'accord. Préparez-vous, trio repéré. Non mais c'est vrai, il y a quand même beaucoup d'équité ici et... Alors déjà, il ne faut pas confondre l'équité et l'égalité non plus. Bon voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça. L'équité, c'est un point de vue, c'est un jugement, c'est un point de vue individuel, alors que l'égalité, c'est l'accès à une même autonomie, c'est la même visibilité des femmes dans toutes les sphères, et c'est pas du tout la même chose que l'équité. Et je tiens aussi à préciser que l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est aussi agir tant pour les hommes que pour les femmes. Il faut arrêter de penser que ça a une connotation, je dirais, négative ou péjorative et que l'égalité c'est un combat pour les femmes et contre les hommes. C'est loin d'être ça et je pense que c'est pas du tout ma posture. Et je pense que les hommes, ils ont tout à y gagner aussi à ce qu'on avance vers l'égalité entre les femmes et les hommes parce que, je veux dire, aujourd'hui on assiste aussi à une crise d'identité masculine et ils se retrouvent pas forcément dans les rôles attendus où ils doivent être forts, où ils doivent pas libérer leurs émotions, où ils doivent être tous bricoleurs, ou tous très bons en technique ou en mécanique et ils le sont pas forcément tous non plus. Vous voyez, c'est les projections qu'on a aussi pour eux, qu'aujourd'hui quand ils prennent un congé parental ou un temps partiel, on estime qu'ils sont un peu paresseux, pas très courageux. Enfin, vous voyez, on a aussi exactement les mêmes représentations et c'est pour ça que c'est pas qu'une question de choix, c'est que ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, au contraire, on peut en effet faire ces choix à condition que ce soit pas source d'inégalité. Or, aujourd'hui, c'est le cas encore et c'est vrai que ça touche un peu plus les femmes parce que c'est plus elles qui sont quand même à temps partiel, c'est quand même elles aujourd'hui qui ont un montant de retraite qui est de 42% inférieur à celui des hommes, qui a encore des écarts de rémunération. Vous voyez, c'est aussi tout ça. Et puis pour revenir à votre situation dans l'agriculture, on peut aussi parler, puisque vous avez quand même un auditoire assez jeune ici, du congé de maternité, qui est un réel problème aujourd'hui pour les femmes en agriculture quand même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas forcément des solutions de remplacement, que le remplacement il coûte cher. Donc maintenant, il va y avoir une indemnisation pour vous remplacer sur les femmes. Mais on voit que, par exemple, le service de remplacement, il est utilisé qu'à hauteur de 18% pour les congés maternité. Donc il y a quand même aussi une marge de progression sur le sujet. Voilà. Jean-Paul? Je voulais rebondir sur le mot équitable. Donc en fait, équitable, c'est subjectif. Oui. Donc commerce équitable, ça veut rien dire, quoi. Ben non, on devrait dire du commerce égalitaire, alors... Non, il y a des critères quand même. C'est intelligent ce que j'ai dit. J'écoute. Hein. Je rebondis sur le trio du... Sur le commerce équitable, juste pour te répondre, c'est inscrit dans la loi Hamon de 2014 et il y a des critères très précis sur le commerce équitable, c'est-à-dire qu'il faut inclure les coûts de production, la contractualisation, le long terme, un pourcentage du chiffre d'affaires reversé à l'organisation de producteurs qui est en commerce équitable. Et pour effectivement, pour aller jusqu'au bout de la réflexion, aujourd'hui on a vu apparaître, notamment en bio, des laits équitables
qui n'avaient d'équitable que le nom parce qu'ils ne rentraient pas dans ces critères-là définis par la loi. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est commerce équitable qui est défini dans la loi et c'est pas le mot équitable. Et aujourd'hui, on se bat au niveau national pour que équitable respecte aussi les critères du commerce équitable pour évidemment rentrer véritablement dans tous les critères et qu'on fasse réellement du commerce équitable. Voilà, parce que ça peut être aussi source de marketing. Bon, Jean-Paul, t'es content là ? Ça y est, t'as compris d'un seul coup ? Oui, c'est justifié, c'est expliqué. Bon. Donc il y avait un trio. Tout à l'heure, il y a un trio qui arrivait en retard. Et j'adore les gens qui arrivent en retard parce que ça leur retombe dessus toujours. Et puis ils étaient particulièrement sympas et j'adore savoir ce que pensent les gens du fond, les gens de l'arrière. Voilà. Alors, dis-moi, la même chose que les gens de devant ? Dis-moi. Oh oui, c'est les... Voilà. Ils sont 4 en fait. Voilà, je vous donne... Voilà. Ah, voilà. Alors on les fait parler sur ce que vous voulez, mais ce que ça vous fait, le débat, là, maintenant, ça m'intéresse. Bon, moi, je suis conjoint collaborateur. Ma femme fait tout et je trouve ça vachement bien. Elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de la maison, elle fait toute la paperasse, elle s'occupe de la ferme. Je trouve ça super génial. Mais c'est toi qui parles en fait. Comment ? Est-ce qu'elle parle ? Tu m'as donné le micro, moi. J'ai dit le trio et c'est... Je n'ai pas genré la question. En fait, moi j'ai le droit de travailler, mais j'ai pas le droit de m'exprimer, donc voilà. Alors aujourd'hui, si, oui. Alors justement, tu as le droit. Mais... Alors, est-ce qu'à la maison ça se passe bien ? Oui, non, ça se passe bien. Les tâches ménagères, c'est toujours toi alors ? C'est plus moi, mais pas que moi quand même. Il fait un peu malgré ce qu'il dit. Non. Après, le projet de la ferme à la base, c'est le mien. Et du coup, il s'est un peu greffé dessus. Mais normalement, il ne doit pas travailler à temps plein sur la ferme. Donc, voilà. Conjoint collaborateur, c'est-à-dire que tu travailles aussi sur la ferme. Du coup, moi, je suis chef d'exploitation en individuel. Et donc, le statut de conjoint collaborateur, parce qu'il est censé n'y travailler qu'une petite partie du temps. D'accord. Il est censé. Oui, la réalité. Jean-Paul, on verra après. C'est intéressant. Alors le sujet... Par contre, c'est quelque chose dont j'aurais rêvé de rester à la maison, m'occuper de mes enfants. Quelque chose qui me tiendrait à cœur, c'est d'avoir plus de temps. D'avoir plus de temps pour m'occuper de la maison et compagnie, pour leur préparer des bons petits plats, sauf que pour l'instant je n'ai pas le temps. Voilà, mais c'est quelque chose qui m'intéressera aussi, bien sûr. Et pourquoi tu ne le fais pas ? Pourquoi je ne le fais pas ? Parce que j'ai pas le temps. Parce que je suis en train de mettre l'installation, du moins, je suis en train d'installer sa ferme. Donc on ne peut pas être au four et au moulin forcément, quoi. Elle a le temps, elle, ou comment ça se passe ? Elle attend. Elle a le temps. Est-ce qu'elle a le temps ? Est-ce qu'elle a le temps ? Elle a le temps de s'occuper des enfants. Oh ben, la preuve, c'est qu'elle le fait très bien, donc... Non mais on se pose pas de questions, on est beaucoup dans la communication et ça marche très bien comme ça, on est dans le consensus et ça c'est quelque chose de formidable. Alors, que pensez-vous de ce sujet de débat ? C'est très bien. Dans le micro, parce que là, Jean-Paul, il doit vous entendre. Parce que, Jean-Paul, tu entends ? Est-ce que tu reçois là ? On est un peu dissipé devant là, pardon. Oui. Ouais, moi je suis chef d'exploitation et... moi je suis plutôt dehors. En fait, on a commencé aussi sur le tard et quand il faut monter une affaire, tu fais ce que tu sais faire d'abord. Après... Voilà. Et madame ? Oui, enfin, c'est vrai qu'on fait en fonction des compétences. Au niveau administratif, c'est vrai que j'ai plus auparavant fait de la gestion et tout ça, mais c'est vrai qu'on se retrouve en fait enfermé dans nos... Non, dans ces compétences-là, on n'essaye pas suffisamment d'aller vers ce que fait l'autre pour pouvoir être interchangeable. Justement, je pense que l'idéal, c'est d'être interchangeable et c'est quelque chose qu'il faut mettre en place très tôt pour éviter justement, moi je me retrouve pareil enfermé dans le labo et c'est vrai que ça me... Si j'ai pas fait ce boulot-là pour être enfermé, c'est vrai que... En fait, c'est la question, vous n'êtes pas posé en fait d'interchanger les fonctions. Vous êtes au départ, en fait, ça s'est fait assez insidieusement. On est parti comme ça. Bon, c'est vrai qu'on
il faut vraiment beaucoup travailler quand on fait ce qu'on fait. Nous, on passe énormément de temps au boulot. Et maintenant, bon, c'est vrai on est sur nos habitudes. Et moi, bon, Bruno, je ne sais pas s'il aimerait faire de la transfo. Ouais. Voilà. Ah ben alors, allez, c'est la donc fin. Jean-Paul, je pense qu'on va les changer, hein. Il va y avoir un changement dans cette exploitation suite à cet entretien-là. Mais qui est dans l'interchangeable là Oui, qui va changer dans l'assemblée suite, voilà, qui suite est à déjà cet dans enfant. l'interchangeable au niveau des activités Est-ce qu'il y en a certains qui sont prêts? Alors voilà, je vais vous passer le micro. On va avoir un témoignage de... Grâce à ce débat, finalement, les choses vont changer. On va voir dans le Finistère. Alors, moi je prends pas le micro parce que je suis interchangeable avec ma conjointe qui n'est pas là, mais c'était plus pour dire justement, moi ça me gêne un peu ce terme interchangeable et égalité, parce que je voudrais plutôt dire complémentaire, parce que je trouve important que les femmes aussi elles gardent leur part de féminité et qu'elles apportent une autre vision sur la ferme, quoi. Et c'est pas être machiste, hein, mais c'est parce qu'elles ont une autre sensibilité, une autre approche, et je trouve important de garder cette complémentarité, quoi. Parce que si j'avais voulu un homme, j'aurais pris un homme sur la ferme pour vivre avec, mais c'est pas le choix. Mais je trouve que ça dépend des sensibilités de chacun, et je trouve important, et ma femme le dit souvent, qu'elle apporte sa sensibilité féminine aussi. Et donc voilà, je sais pas ce qu'en pensent les femmes ou les hommes, mais... C'est quoi la part de féminité? Ça dépend de chacun, je vais pas dire faire des généralités, mais je trouve que c'est important quand même. Non mais c'était juste pour savoir ce qu'était la sensibilité féminine. Comment tu définis la sensibilité féminine? Non, parce qu'au niveau des tâches ménagères, on essaye d'être équitable, mais surtout sur des projets, nous on est en vente directe, je sais pas, sur des projets de création de produits, sur un accueil aussi au niveau de la ferme. Moi je suis peut-être plus renfermé, c'est mettre des fleurs, c'est mettre des choses qui font que ça donne envie aussi de venir sur la ferme et que ce soit plus accueillant, quoi. Et l'accueil se fait à deux, je trouve. Alors moi je vais juste préciser quand même que j'ai bien entendu la notion de complémentarité. Attention à la complémentarité, parce que la complémentarité, qui est complémentaire de qui, et entraîne souvent une hiérarchisation des rôles et des tâches. Et que c'est pour ça que c'est pas du tout la même chose. Donc j'insiste sur mon terme toujours égalité, et peut-être aussi faire attention aux compétences dites naturelles qu'on prête aux femmes, où elles sont plus à l'écoute, plus d'empathie, plus minutieuses, voilà, ou de plus de sensibilité. Attention, ça relève pas de l'inné, hein, c'est vraiment de la construction sociale au fur et à mesure quand on est enfant. Voilà, on conditionne, on produit du masculin, on produit du féminin. Et voilà, et vouloir l'égalité, c'est pas vouloir être comme les hommes, hein. C'est comment, tout en gardant justement ses différences de sexe, garder sa féminité, etc. C'est comment être égaux dans la différence de sexe. C'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que je voulais le préciser. Tu es d'accord? Je vais te passer. Il faudra que tu nous parles de ton stade de foot. Tu te souviens, Jean-Paul, quand tu étais à l'école? Tu sais où étaient les filles? Oui, il n'y a pas longtemps, je suis allé à une conférence sur le genre dans une école, c'était à la crèche publique de Plouguerneau, et il y a une sociologue qui nous a présenté une cour d'école. Et en disant que souvent dans les cours d'école, c'est le terrain de foot qui est au centre, qui prend à peu près les 3/4 de la place. Et je me suis dit, c'est vrai, c'était exactement ça dans mon école primaire. Et donc ça reléguait les filles sur les côtés, parce que le foot c'était principalement entre mecs. Et en fait, pendant cette conférence, il y a eu tout un tas d'exemples pris, notamment sur les jouets, ou le fait que par exemple les jouets des garçons c'était souvent un travail. Le pompier, le poissonnier, et les filles c'était des activités domestiques, c'était le ménage, c'était voilà par exemple. Mais tu peux en dire un peu plus parce que on a une question, Jean-Paul. Ah, okay. Voilà, merci. Moi, je vais rebondir quand même là-dessus. Moi, c'est par rapport au ménage, etc. Donc, moi, chez Marie, je suis installée en maraîchage à Briec. Mon mari lui a un atelier d'arboriculture sur la ferme. Donc, pour moi, c'était important d'avoir quelque chose un peu à moi, d'être responsable de mon atelier.
pour pas qu'on ait à me dire quoi faire, etc. Mais je suis peut-être un peu obtus là-dessus, ce besoin de liberté. En tout cas, par rapport au ménage, etc., tout extrêmement partagé, que ce soit pour les enfants, etc. Je suis absolument pas femme d'intérieur, entre guillemets. Donc le ménage, bon voilà, c'est un peu parfois le foutoir à la maison, mais il rigole. Ça arrive quand même souvent que ce soit un peu le foutoir, mais quand j'ai des amis qui viennent, souvent ils me disent « Ah, je suis soulagée de devoir commencer chez toi parce que des fois je n'ose pas faire venir des gens parce que c'est pas suffisamment propre ou complètement aseptisé, je trouve, comme dans certaines maisons. Voilà, enfin je trouve que voilà, il y a de la vie chez nous, on fait une activité propre, on est responsable, chacun de notre côté, ça nous donne aussi peut-être un sens à... Je sais pas, justement, à pas être soumis à l'autre. Je sais pas, moi j'avais besoin d'avoir mon activité pour me sentir bien dans ma ferme, quoi. Merci. Là, silence, un ange passe. Je vous en prie. Marie, je te rassure, chez moi c'est une vraie bauge. Ça s'améliore pas. Mais les gens ont la gentillesse de dire, on vient pas là pour ça. Oui, c'est sûr. Et alors, chez toi, alors c'est comment? Chez moi, c'est ça, c'est pas un coup de four à moi ni Ikea. Je passe pas le plis toute la journée. Voilà, après, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est une histoire d'éducation. Donc moi j'ai 3 enfants et donc on est 5 dans la famille et c'est le partage des tâches aussi et chacun y contribue pour qu'on ait une maison sympathique. Mais je crois pas que ce soit l'essentiel pour moi aussi d'avoir quelque chose qui brille et aseptisé. Ce qui compte, c'est qu'il y ait de l'humanité et puis qu'on puisse s'investir et profiter de ce métier qui nous permet d'être en lien direct avec la nature et pas passer son temps à nettoyer, récurer, et c'est pas ça. La vie passe trop vite pour passer son temps là-dedans. Alors, non mais oui, je voulais dire, oui, je pense qu'il y a quand même des schémas, la femme à l'intérieur où c'est propre et tout ça, et finalement ici tout est remis en cause, j'ai l'impression, on n'est pas sur les schémas. Non mais tant mieux, ouais. mais moi je considère qu'il y a quand même un problème dans ces schémas et les représentations qu'on a collectivement, et que peut-être que vous le considérez pas comme ça, mais que peut-être sur les enfants, posons-nous la question de comment on a éduqué nos enfants. Est-ce qu'on aurait été capable de confier nos enfants à une aide maternelle homme, par exemple? Parce que moi, cette question-là, en fait, pour moi, c'est une propre interrogation sur notre positionnement en tant que femme. C'est pas du tout forcément attaquer le positionnement des hommes. C'est aussi, est-ce qu'on est capable, nous, de faire évoluer la société et les représentations qu'on en a au travers de notre propre expérience, quoi. Et c'est un peu l'idée d'échanger. Et si demain, on veut donner envie à des hommes et des femmes de venir en agriculture, il faut qu'on fasse évoluer tout ça, je pense. Parce que les besoins de la société de demain, enfin les attentes, à mon avis, des jeunes sont pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui, et qu'il faut qu'en agriculture, on soit capable d'offrir vraiment quelque chose de différent et d'innovant, voilà. Donc c'est pas... moi j'ai un peu l'impression que les réactions, c'est de dire mais non, mais j'ai pas de problème chez moi, quoi. Et bon, tant mieux, mais moi je trouve quand même qu'en agriculture il y en a, quoi. Alors peut-être que... votre témoignage, madame, était courageux. Enfin, je veux dire, il y a quand même à un moment donné, même si le couple, à un moment donné, il va bien, des fois, il peut ne plus aller bien, quoi. Et qu'en début de carrière, ça va très bien, tout est idéalisé, et qu'à un moment donné, ça clash. Et que c'est à ce moment-là que peut-être les femmes sont plus en difficulté que les hommes si elles n'ont pas prévu leurs précautions. C'est-à-dire, c'est pas l'idée de se dire, on voit mal, ça va mal aujourd'hui. C'est peut-être que ça peut mal se passer demain, et comment on fait pour éviter d'être en difficulté. Ouais. En fait, Françoise, il y a quand même une chose qui me semble important pour toi, on a suffisamment échangé au téléphone, c'est en fait de valoriser ces tâches que fait la femme. Et en fait, parce que souvent, économiquement, tu parles d'argent, économiquement, on ne sait pas la valoriser dans l'entreprise agricole. C'est ça ? On arrive
à le faire. Oui. Il faut arriver à le faire, c'est ça en fait. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il faut à un moment quantifier tout ce travail invisible et le rendre visible, et ça passe par la monétarisation. Et le problème, c'est qu'on va nous dire, ah bah oui, mais déjà on a déjà du mal, souvent on va mettre en avant les contraintes financières, le modèle économique qu'il n'a pas forcément intégré, et du coup, ça va perpétuer les inégalités, voire certaines fois les accentuer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, souvent quand on est jeune, on se dit, bon bah voilà, ce qui peut être un choix de couple, parce que tout le monde s'entend bien ce que vous étiez en train de dire, on prend une décision qui est celle du couple, on est soit sur le choix du statut, soit sur le fait de peu se rémunérer, soit d'être sur une activité de transformation qu'on va tester, etc. Mais attention, parce que quand ça va mal après, ça n'a pas les mêmes incidences du coup pour l'homme ou pour la femme. Donc moi je trouve ça en effet très bien qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de femmes qui aient le statut de chef d'exploitation, et c'est ça qui est important. Mais en même temps c'est vrai que la loi elle n'a pas aidé, parce que bon, il a fallu attendre 1999 pour que vous ayez le statut de conjointe collaboratrice. Il a fallu aussi attendre, je pense au couple, 2010 pour qu'on puisse s'installer, pour les GAEC, pour qu'on puisse s'installer seul en couple sans qu'il y ait besoin d'une tierce personne. Donc vous voyez, c'est pas si vieux que ça, 2010. Donc on voit bien, et dans plein d'autres domaines aussi, que la loi ne nous a pas toujours aidés non plus pour qu'on aille vers l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais là, je vais faire avec le rapprochement avec une expérience personnelle. On a travaillé à faire des propositions de loi pour valoriser le travail associatif et valoriser la position de la femme à la maison. Et en fait, je pense que le problème se pose encore plus dans le monde agricole, puisque même ces tâches, elles sont finalement pas suffisamment comptabilisées, c'est ça? C'est ce que tu... Alors, c'est pas qu'elles sont pas, elles sont pas comptabilisées, elles sont pas valorisées. Est-ce que justement, il serait pas intéressant à un moment plutôt que de dire, chez moi, je peux comprendre, on n'a pas envie quand on a fait sa journée de travail et qu'on se sent bien, qu'on s'épanouit dans son travail, de en plus faire toutes les tâches ménagères. Même le conjoint, s'il veut participer, vous êtes peut-être aussi fatigué. C'est aussi penser à un moment, je peux m'autoriser à m'investir, par exemple, au GAP parce que je vais peut-être le prévoir autrement et je vais pouvoir peut-être payer quelqu'un qui va faire les tâches que j'ai pas forcément envie de faire, ce sera plus facile, mais c'est ça aussi qu'on s'autorise pas. Alors des fois c'est culturel aussi, parce qu'on n'a pas forcément envie d'être soi-même employeur sur ou d'avoir quelqu'un chez soi. Il y a aussi ça aussi, des fois la résistance se situe là. C'est ce qu'on avait vu aussi avec certaines femmes agricultrices qui n'avaient pas forcément envie que quelqu'un vienne chez elles, c'est un peu une intrusion dans leur intimité. Donc c'était aussi pour ça qu'on ne sous-traitait pas cette partie-là. Moi, je voudrais réagir justement par rapport à ça, parce que moi, ça faisait partie des réflexions effectivement que je m'étais dites, c'est-à-dire comment on imagine collectivement un service de remplacement sur les tâches ménagères, etc. Et alors j'ai eu des réactions de femmes qui me disaient oui, mais bon, finalement, on va contribuer à la précarisation des femmes parce que les femmes qui font les tâches, c'est des femmes ménagères qui... Tu vois, et ça m'avait surpris en fin de compte, parce qu'effectivement, souvent les aides, c'est des aides ménagères féminins, et c'est souvent des métiers effectivement sous-valorisés, etc. Et donc, je me disais, aider les agricultrices en les soulageant de ces tâches-là, mais mais en contrepartie, on allait favoriser la précarisation d'autres femmes. Donc, je sais pas, ton analyse là-dessus? C'est en effet, comme par hasard, en plus, les métiers majoritairement occupés par les femmes qui sont les moins rémunérateurs. Et pourquoi? Parce que c'est des compétences dites naturelles qu'on leur prête, qui ne sont pas apprises, qui donc n'auraient pas une valeur monétaire importante, comme le ménage, par exemple. Pourtant, c'est pas inné, on ne sait pas mieux le faire que les autres. Et on les retrouve aussi dans les métiers d'aide à la personne ou de la petite enfance, puisque c'est quand même beaucoup de femmes aussi qui exercent les métiers d'aide à domicile et qui ne sont pas des métiers faciles et qui sont très mal rémunérés, souvent du temps partiel subi en plus. Et souvent, ces structures-là nous disent « Ah oui, mais nous, on aimerait bien avoir des hommes. » Je dis « Oui, mais enfin, de toute façon, si ces métiers-là étaient mieux payés, je peux vous dire qu'il y aurait aussi plus d'hommes à exercer ce genre de métier. » Alors, avec d'autres soucis, parce qu'on a aussi toutes et tous nos représentations, et qu'aujourd'hui, un homme qui vient aussi exercer le métier d'aide à domicile, il y a des patientes qui n'en veulent pas. C'est exactement la même chose que sur les métiers d'hommes qui s'occupent d'enfants, les hommes qui s'occupent d'enfants, en particulier sur le métier de l'ATSEM, puisqu'il y a une ville qui a voulu expérimenter de recruter des hommes ATSEM, ceux qui a des maîtresses dans les écoles maternelles, et ils n'arrivaient pas à les placer, les instituts
qui n'en voulaient pas, qui sont souvent majoritairement des femmes, parce que c'est les parents eux-mêmes qui ne voulaient pas que ce soit un homme qui accompagne leurs enfants aux toilettes. Ils envoyaient des pédophiles en puissance. Donc vous voyez bien aussi que de par nos stéréotypes, c'est pas toujours conscient, mais on continue à perpétuer les inégalités entre les femmes et les hommes, parce qu'on n'est pas forcément clair. Justement, oui, en fait, on a ce problème de reconnaissance du travail, donc éventuellement par rapport à l'économique. On a le problème du langage. Bon, alors, ça y est, le GAB a réagi, a mis le mot femme. Et dans nos propos, en fait, il faudrait peut-être qu'on change. Alors, tout à l'heure, on évoquait ça par rapport à l'écriture, mais dans nos propos, on a des stéréotypes comme ça. Il y a des choses qu'il faut changer. Déjà, dans le langage, il faut peut-être les rendre un peu visibles, arrêter de dire que administrateur, de penser systématiquement à dire administratrice, qu'on arrête aussi de penser tout au masculin. Alors, souvent, dans la communication, on pense aux photos, d'essayer de représenter les femmes. Voilà, j'ai regardé vos brochures, les femmes sont représentées, mais dans le langage, tout est pensé au masculin. Tout. Et toutes les personnes que j'ai écoutées tout à l'heure s'exprimer, en général, elles disaient systématiquement je suis paysan, on est content, je suis administrateur, même quand c'est une femme qui parle. Donc ça passe aussi par là, parce que je pense qu'aujourd'hui on a besoin de modèles, et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des nouvelles jeunes femmes qui s'investissent dans les instances, parce que il faut en effet avoir des modèles pour s'identifier, qu'aujourd'hui dans les instances décisionnelles, il faut que les jeunes femmes voient que c'est possible d'être jeune, d'avoir un travail épanouissant et d'avoir des enfants en bas âge, et que le pouvoir, quelque part, c'est un peu de pouvoir, le pouvoir ne s'exerce pas que au masculin. En fait, il faudrait qu'on ait un nouveau vocabulaire. Jean-Paul, ça t'inspire, toi, d'avoir un vocabulaire un peu plus féminin ? La question du vocabulaire, je la trouve particulièrement extrêmement importante. Depuis pas longtemps, là, je me renseigne sur tout ce qui est communication non violente. Je ne sais pas si ça parle à certains. Et cette semaine, je me suis retrouvé dans une situation qui encore aujourd'hui là me met un peu dans un inconfort. Je savais que j'allais participer à cette table ronde sur l'égalité femmes-hommes, mais déjà depuis quelque temps, il y a des stéréotypes dans l'humour ou dans d'autres choses qui me font un peu tiquer. J'étais donc mercredi midi. Dans le cadre de mes activités, je déjeunais avec 4 personnes, très sympas, 2 femmes, 2 hommes. C'était une très bonne ambiance, on partageait sur les métiers des uns et des autres. Il y avait une comptable, quelqu'un qui fait du sport, un responsable sportif d'une commune. Et puis à un moment donné, on a commencé à parler d'une institutrice sur la commune, et il y a un des hommes qui était assez animé, qui sortait plein de blagues, qui a dit « Alors, est-ce qu'elle mérite une bite ?» Et on a commencé à faire... C'était dans quel pays, ça ? Non, pas besoin. Mais dans le fond, avant, je viens du milieu du BTP, pour de vrai, c'était monnaie courante. Maintenant, je me dis « Oh, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. » Et j'ai rien dit. J'ai pas rigolé. Mais il a pas noté que j'ai pas rigolé. Il y avait une connivence entre les 4. Ah, les 2 nanas, c'est quoi ? Enfin... Et je me suis senti sale de ne pas avoir réagi. Encore aujourd'hui, je me dis, est-ce que je le rappelle pour lui dire que j'ai pas trop aimé, en fait ? Mais je pense que je vais le faire. Parce que... Mais tu veux qu'on l'appelle là tout de suite là ? C'était pas j'ai pas son numéro, j'ai pas son nom, mais... On a Skype, hein, tu sais. Et je pense pas que ça soit que lié au fait que là, aujourd'hui, c'est que... C'est condamnable aujourd'hui. Ouais, là, ça m'a... Ça s'appelle un outrage sexiste, c'est condamnable aujourd'hui. 90 € d'amende déjà. Ouais, on est pas. Alors là. C'est condamnable, voilà. Alors déjà, non, puis je me suis dit, là, ma copine est en train de changer de boulot, elle veut devenir un style. Je dis, ah tiens, et si ça avait été elle ? Voilà, Bon. C'était mercredi. Oui. Tiens, je vais te prendre le micro. Ouais, en fait, je suis abonné à un magazine qui s'appelle Cerveau et Psycho, et c'est tous les scientifiques de la neurologie, donc des gens qui étudient le cerveau. Et en fait, c'est une discipline qui est en pleine expansion, parce qu'avec les nouvelles techniques d'imagerie cérébrale, on arrive à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Et notamment, il est arrivé un article sur les stéréotypes. Alors, on peut les appeler de plein de façons, les clichés, les stéréotypes, la façon en fait qu'on a de catégoriser en fait notre environnement.
Et il faut se rappeler quand même qu'un stéréotype, ça n'est pas que négatif, c'est un avantage évolutif pour l'être humain et pour les animaux en général. Pourquoi ? Parce que ça permet au cerveau de ne pas avoir à analyser sans cesse tout et que tout ne soit pas sans cesse neuf. Et en fait, faut s'imaginer qu'avec nos sens, donc on connaît les principaux sens qui sont l'ouïe, l'odorat, etc. On reçoit des millions d'informations toutes les secondes. Et le cerveau, il a tout un système neurologique qui permet de ramener les informations et de les traiter. Et du coup, typiquement, un cliché, c'est vraiment... ça permet de s'adapter très très vite à un environnement donné ou une nouvelle situation. Et c'est les mêmes mécanismes qui provoquent la peur. Et tout ce qui est le racisme, tous ces choses-là, c'est pareil, ce sont des notions, j'ai envie de dire, j'allais dire naturelles, mais pas vraiment. Mais il faut s'imaginer que c'est quelque chose qui n'est pas à bannir. Enfin, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui n'est pas souhaitable. Par contre, là où nous, on est des humains et il faut qu'on soit conscient, c'est déjà avoir conscience dans nos stéréotypes. Et je pense que l'humanité, elle est là, c'est s'élever, c'est-à-dire ne pas être simplement passif face à nous et comment on est fait naturellement, quoi. Et donc, je pense pas que... Je souhaite pas un monde sans stéréotypes, quoi. C'est ça que j'ai envie de dire, en fait. En fait... Alors bravo, Jean-Paul, c'est bon, ça va Là, il a expliqué quelque chose d'assez compliqué de manière tellement simple. Oh, j'adore les gens qui arrivent à faire ça. Non, vraiment. C'est quelle revue ? Cerveau et Psycho. Ouais. Non, mais c'était clair en fait. Ouais. Ce que tu as dit, c'est... Faut déjà en avoir un. Quoi ? Un cerveau. Ouais. Non mais c'est vrai que ça volait très haut. Oui, non, parce que en fait, on a quand même le problème de l'éducation. C'est notre éducation qui nous amène à ça. Toi, tu vas rien dire, hein, tu dis rien. Je sais pas, non, François, je sais pas pourquoi. Oui, je sais pas pourquoi. Alors, il n'y a pas que notre éducation qui l'explique, il y a toute la société, je vous dis, depuis l'existence... Adam et Ève, on en a parlé au téléphone. Oui, non, mais je veux dire, depuis l'existence du couple, la construction du féminin et la construction du masculin, c'est vraiment très vite mis en place et qu'aujourd'hui, on a du mal à bouleverser ces repères bien installés en fonction de l'éducation qu'on a reçue, de ses propres parents, de son rôle, de sa place dans la fratrie. On a vraiment beaucoup de mal. Le poids de l'éducation aussi judéo-chrétienne aussi, qui aussi... est bien prégnant, et tout ça va faire que, et puis toute la société, vous regardez les médias, les publicités, vous avez parlé un petit peu des jouets, enfin on nous conditionne en permanence pour produire du masculin, produire du féminin. Le bleu et le rose. Et du coup on s'identifie, oui, et puis vous regardez maintenant même quand on parle de stéréotypes, qu'il faut en garder, puisque c'est un confort mental aussi qu'on en a besoin, mais à condition que les stéréotypes soient pas source d'inégalité, je veux dire. Mais vous regardez par exemple les petits body aujourd'hui pour les garçons et les petites filles. Donc les petites filles c'est jolie, princesse, et puis les garçons forts comme papa, robustes, etc. On est en plein toujours en train de reproduire les stéréotypes et en même temps, en tant que parents, souvent on cautionne aussi. Déjà nos bébés, il faut savoir qu'avant 2 ans, le sexe, le bébé ne connaît pas son sexe, mais que déjà on l'aura conditionné parce qu'on aura préparé sa chambre, qu'on n'aura pas mis les mêmes couleurs suivant que c'est un garçon ou une fille, et ainsi de suite. On va pas lui donner les mêmes jouets, et ça va continuer, et on va continuer à produire du masculin ou produire du féminin. Et les différences que l'on a, il y en a très peu en fin de compte. Il y a une différence de sexe, donc d'ordre biologique sur laquelle on ne peut pas agir, mais toutes les autres différences, elles sont construites socialement. Donc la chambre, il faut qu'elle soit quelle couleur ? Non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que je veux dire qu'on conditionne en mettant on attribue des couleurs. C'est pas nouveau que le rose il est plus féminin. Voilà, donc et que on va pas forcément mettre du rose à un enfant parce qu'on va avoir peur qu'il ait des tendances ou d'une orientation sexuelle qui soit autre. On en est déjà là dès le début, et on voit bien aussi qu'en tant que parent, on n'est pas toujours clair. On va facilement, si on a une fille, plus facilement accepter qu'elle fasse par exemple un sport dit masculin,
Alors que l'inverse, on a un petit peu plus de mal si son garçon veut faire de la danse en particulier ou autre, on va avoir des projections sur son tout de suite, on va trouver que c'est pas très viril, c'est pas très masculin et on a même travaillé aussi avec le corps enseignant et on s'est aperçu qu'ils n'utilisaient pas les mêmes mots, les mêmes adjectifs qualificatifs sur les bulletins quand il s'agit des filles et des garçons. On voit bien que toutes et tous on est empreints de représentations, de stéréotypes et que on les répercute dans notre sphère professionnelle et c'est pas toujours conscient. Donc là c'est pour ça que je suis pas du tout là pour accuser je dirais les hommes ou autres, mais ce que l'on peut dire quand même c'est qu'aujourd'hui ce sont quand même plus les femmes qui sont victimes d'inégalités et que c'est pour ça qu'il faut agir et dans votre domaine je pense que plus il y aura de femmes qui vont aussi s'investir, plus ça va progresser, et plus vous allez innover. Et vous parliez tout à l'heure justement de la mixité, enfin de votre couple où justement vous avez plus d'idées pour avancer. Et je pense que si ça se retrouve aussi dans les GAB et au niveau régional et au niveau national, et ben je pense que vous allez avoir aussi, vous irez plus vite, vous allez encore plus innover. Je pense que l'égalité est vraiment source d'innovation et du coup de réussite et de performance. Et que vraiment j'insiste, l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est vraiment améliorer la qualité et les conditions de travail et de vie pour les deux sexes et pas pour un seul des sexes. Non, ça c'est beau, hein. Vous avez tous entendu, hein. L'innovation vient quand on est deux, hein. Alors, il voulait intervenir, pardon. C'est une question. Est-ce quels peuvent être les apports de l'ethnologie dans notre débat ? Qu'est-ce qu'on a comme exemple Jean-Paul loin de chez nous, dans d'autres civilisations, dans d'autres cultures voilà, c'est peut-être pas 3 heures, mais voilà, juste un exemple quoi, ou 2. Merci. Françoise, Stéphanie, l'ethnologie. Je sais qu'il y a certaines peuplades... Dans le micro. Je sais qu'il y a certaines peuplades où c'est inversé, mais je ne sais plus à quelle époque où ça a été inversé entre les rôles des hommes et des femmes et que c'était plutôt les femmes qui étaient des pionnières, qui étaient les conquérantes, qui s'occupaient de la chasse, etc. Mais moi je suis pas ethnologue, donc j'ai pas travaillé sur le sujet. Voilà. Oui, en fait, ça remonte pas quand même. C'est pas l'histoire de la caverne, le singe nu, on en a parlé aussi. C'est-à-dire que on disait que les femmes. Ah non, je n'ai pas parlé de singe nu. Non, c'est moi qui en parle. C'est un livre. C'est en fait les femmes étaient dans la caverne. Jean-Paul, tu t'en souviens? Toi, tu allais chercher. Tu allais à la chasse du bison ou le mammouth. Donc toi, tu avais le sens aigu de l'orientation. Et dans la caverne, en fait, la femme réunissait ses enfants et c'est elle qui va construire développer le discours, l'échange et tout ça. Tu te souviens de ça ou pas? Ouais, ça te dit quelque chose. En gros, l'homme est fait pour se barrer du foyer et qu'à un tour ou l'autre, il est là pour couper le lien entre le bébé et la nana et qu'à tout moment, que l'homme aille voir ailleurs, c'est totalement normal. Ça, c'est des trucs que j'ai souvent entendus et je suis de moins en moins d'accord avec ça. Je me demande si c'est pas un truc qu'on me dit pour justifier un peu le libertinage, je me dis ça va, les hommes à un moment donné. Ce modèle-là me questionne vraiment. Je l'ai entendu une fois il y a quelques années où je dis ah oui d'accord, ça justifie que j'ai dépensé d'aller voir ailleurs. Ok, normal. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, vous avez entendu aussi cette chose-là que. Moi j'ai entendu que l'homme était fait pour couper le lien entre la femme et l'enfant. Mais qu'il n'est pas fait pour rester à côté du foyer. Que l'homme il est fait pour partir et pour faire... Tu habites dans quel coin? Moi, je suis à Plouguerneau. Ah ouais, attends, voilà. Alors ça, il y a des régions géographiques. J'ai été à Douarnenez une époque. Il y a des régions géographiques. Il faut pas... Oui, il doit y avoir des tendances comme ça. Certains terroirs. Non, Stéphanie, tu t'es rendu compte de ça dans le sondage? Il y avait des terroirs un peu plus macho en France que d'autres. Bon. Je connais pas Plouguerneau, qu'est-ce qu'il a de spécifique là? François veut ajouter quelque chose par rapport à la géographie. Oui, non, si, on intervient sur toute la France et ce qu'on peut remarquer, c'est que il y a une différence dans le sud de la France, mais qui est vraiment liée je pense, et au climat et au rapport au corps. Les différentes entreprises où j'ai pu intervenir, et j'ai vu ça dans le sud de la France, c'est que la femme est beaucoup plus identifiée comme objet de séduction, objet sexuel,
menstruelle, mais aussi parce que souvent il fait chaud et donc elle s'habille plus légèrement. Et ce qu'on a pu observer aussi, c'est ce côté plus viril chez l'homme qu'il ramenait, enfin quand on faisait travailler les hommes et les femmes sur leur représentation, le rapport au corps était vraiment plus ancré dans le sud, dans le sud de la France, avec un petit peu plus de machisme. Ça, on a pu l'observer. Ici en Bretagne, on a moins l'occasion de pouvoir être habillé plus légèrement. Jean-Paul, voilà. Non, mais j'ai même vu dans une entreprise, il y avait une note de service où c'était marqué que les filles devaient veiller à avoir des tenues un peu moins courtes et à être moins dénudées parce que ça perturbait l'organisation des services. Donc vous voyez ça en 2018 quand même, vous voyez quand même le genre de représentation que l'on peut avoir. Il y a du boulot. Ça, c'était dans le sud, c'est ça? Ouais, dans le sud de la France. Oui. D'accord. Pardon, dans quelle entreprise? Voilà, non, je ne fais pas de délation. Ouais, non. Ça me fait penser à Carmen un peu, tu vois, Carmen? Je ne connais pas toute l'histoire, mais je rebondis sur... J'adore faire ça. Sur les représentations à l'école et les modèles. J'ai été à l'école avec une Norvégienne qui racontait que eux en primaire en Norvège, on entend beaucoup parler des modèles scolaires des Nordiques. Et ils apprenaient toutes les tâches ménagères à l'école, à faire à manger, à coudre, garçons et filles en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'école, c'est pas des tâches qui étaient dédiées à la maison, c'était au sein de l'école. Et tout le monde savait coudre et tout le monde apprenait à faire à manger. Et ça, chez les Nordiques, ça fait partie du modèle scolaire. Ces activités-là, en fait, qui sont, à mon avis, une grande part de transmission liée aux parents, à la famille, quoi. Non, mais l'éducation fait tout, je crois. C'est clair. Un autre témoignage? C'est la même chose en France. Hein. Ça a été la même chose en France avec le EMT. Moi, j'ai fait des cours de couture et de cuisine. Donc, c'est pas non plus un privilège des Nordiques d'avoir... C'était quoi le EMT? C'est quoi? C'était D'accord. Et c'était dans quelle école, dans quel cadre? C'était au collège, dans le cadre du... Ah oui. Et voilà, et ici, voilà, de la soudure à l'école. Voilà, très bien. Donc ça a été, en fait, peut-être il faudrait voter, peut-être que vous devriez voter pour le... voilà, vous vouliez dire quelque chose, pardon. Oui, alors... C'était un peu loin maintenant, parce que c'était sur l'innovation. Mais je voulais commencer par une chose, sur les stéréotypes, et puis sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que tout le monde dit tout va bien. Moi, je pense qu'il m'a quand même fallu 20 ans pour me dire que je serais capable de reprendre la ferme. Je ne me suis pas dit ça à 15 ans, que j'allais... 15 ans, ça me paraissait inaccessible. Donc, et vous veniez de cet environnement-là? Oui, j'étais dans une ferme... Ma mère était agricultrice et pour autant, je ne me sentais pas capable de rentrer dans ce monde et de reprendre la ferme. Et il m'a fallu 25 ans pour me dire que j'en serais capable et la reprendre. Mais vous faisiez quoi avant du coup? Je suis redevenue partiellement. Je suis rentrée dans l'automobile. J'ai fait des études. Voilà. Tout va bien, mais il me fallait aussi, je voulais aussi vivre à l'extérieur. Et donc quand j'ai repris la ferme, c'était pas non plus pour faire de la compta ou faire de la transfo ou faire de l'accueil, même de l'accueil à la ferme. Oui, je peux faire un commentaire là-dessus aussi, puisque dans la ferme il y a des gîtes. Et quand j'ai repris la ferme, j'ai repris le volet agricole. Les gîtes, j'en veux pas. J'ai beau être une femme, moi ça m'intéresse pas de faire de l'accueil. Donc vous êtes une chef... Je suis une chef d'exploitation. Chef d'exploitation, oui. Mais bon, les gîtes, je le ferai peut-être par force, mais pour le moment, c'est pas l'intérêt, c'est pas là que je trouve mon intérêt. En fait, je voulais répondre au départ à un commentaire qui était sur les idées. Quand j'ai repris la ferme, là, pour le coup, je l'ai repris après mon père. Et comme je la reprends seule, il faut que je sache tout faire. Donc, voilà, tout faire. Et par contre, le fait de reprendre à sa suite, ça nous a permis de travailler ensemble. Et au départ, il me disait, je continue avec toi jusqu'à 70 ans. Après, ras-le-bol. J'arrête, c'est trop dur. Mais pour moi, c'était trop dur aussi, ce qu'il faisait. Et donc, j'ai trouvé des solutions pour que ce soit plus facile.
Et dans les solutions plus faciles, en fait, le fait de travailler ensemble et de le remplacer, dans les solutions plus faciles, finalement c'était plus facile pour moi et c'était plus facile pour lui. Et donc maintenant il ne se voit plus du tout arrêter, puisqu'en fait c'est devenu facile. Et comment vous avez fait alors? Juste, vous pouvez préciser, dites-nous un peu comment vous avez... Comment vous l'avez rendu sa tâche en fait? Les tâches, vous les avez rendues plus faciles? Tout ce qui est manutention, manutentionner des sacs de 30 kilos, moi je peux pas. Enfin 50 kilos hors de question, 30 kilos c'est trop, 25 c'est limite, 20 pour moi c'est 20 c'est bien. Et puis en manutentionner plusieurs c'est trop. Donc j'ai fini par investir dans un chariot élévateur. Et un chariot élévateur, ça change la vie. Enfin, on fait tout, voilà. Ça transforme une multitude d'activités en activités, infaisables en activités faisables. Donc en fait, il y a le travail physique qui finalement pose un problème aussi dans le monde agricole. Françoise. Mais c'est pas que dans le monde agricole, on voit bien que tous les secteurs d'activité, que ce soit le bâtiment en particulier, qui réfléchit à la mixité dans ces métiers, ils ont travaillé sur l'ergonomie des postes de travail et ils ont aussi diminué l'absentéisme et le taux de troubles musculo-squelettiques, les 2 taux de TMS, et du coup ça profite autant de nouveau aux hommes qu'aux femmes et ça facilite les conditions de travail pour les deux, ce que vous êtes en train d'illustrer justement pour vous et votre père. Donc c'est pour ça que c'est important aussi qu'on regarde un peu de plus près qu'est-ce que font les femmes exactement en agriculture, parce que le statut c'est une chose, mais concrètement si on regarde, est-ce qu'elles sont toutes vraiment à l'exploitation, est-ce qu'elles ont aussi toute cette approche sur la partie technique, conduite du tracteur ou autre, ou est-ce qu'elles sont plus dans des activités de transformation, de vente directe, bienvenue à la ferme, de logement, enfin ce système-là, ou alors est-ce que certaines sont installées parce que leur mari est arrivé en âge de la retraite et du coup elles prennent la suite, on voit aussi ça, elles prennent la suite de l'exploitation parce qu'elles sont plus jeunes. Vous voyez, c'est un peu regarder toutes celles qu'elles font et comment on peut aussi qu'elles soient mieux représentées, parce qu'aujourd'hui les jeunes femmes agricultrices qui veulent s'installer, il y a eu un moment, elles avaient besoin en termes de financement d'avoir un peu la caution du père ou du frère ou du mari pour pouvoir s'installer. Donc il y aurait peut-être aussi, si les femmes se regroupent entre elles aussi, faire un lobbying auprès des banques pour qu'on retrouve, que ce soit peut-être l'accès au financement soit aussi un peu plus facile. On sait bien qu'on a peut-être... Les banquiers ont aussi des représentations et pour avoir beaucoup travaillé sur l'entrepreneuriat féminin, on ne peut pas dire qu'ils soutenaient de la même façon les projets portés par les femmes. On sait bien que les femmes, quand elles créent, surtout au milieu rural, elles sont plus sur le champ de l'innovation sociale que sur le champ de l'innovation technologique, et que du coup, il y a les banquiers, les experts comptables, ils n'ont pas forcément des repères à ce niveau-là, ils sont plutôt sur des modèles économiques traditionnels et du coup vont pas prêter, voilà, c'est de la même manière et c'est des fois des super projets qui voient pas le jour parce que justement pas forcément soutenus. Donc je pense que là aussi il y a des choses à imaginer. C'est pour ça que je reviens à mon histoire de mixité dans les instances, parce que c'est toute cette émulation là qui va produire des nouveautés plutôt que et faire continuer à évoluer favorablement l'agriculture pour les hommes et les femmes, quoi. Une dernière question alors, parce que c'est un apport un peu ethnologique. Il y a une thèse qui a été réalisée par une, je ne sais plus comment elle s'appelle, sur la place de la femme en Bretagne, en Bretagne, et qui remonte à l'origine des sources écrites ou qu'on a trouvées. Et en fait, la théorie ou la thèse qu'elle avance, c'est que jusqu'à la Révolution française, la femme en Bretagne était l'égale de l'homme. La coutume bretonne antérieure à le droit breton, le droit coutumier breton antérieur à la Révolution française, dans ce droit coutumier, la femme était l'égale de l'homme sur le plan juridique, financier, politique. Elle avait les mêmes pouvoirs, la même place que l'homme. Et c'est la Révolution pour la Bretagne, pour la femme en Bretagne, la Révolution française a été une régression, puisque la Révolution française a imposé le droit romain, qui est un droit paternaliste, alors qu'avant, en Bretagne, la coutume était égalitaire. Et c'est ce qui expliquerait pourquoi les observateurs qui venaient de Paris, quand ils venaient en Bretagne, au début du siècle dernier, ils disaient « Oh, c'est incroyable, en Bretagne, c'est la femme qui porte la culotte ». Et c'était pas vrai, c'était juste que pour eux, ils constataient, avec leurs yeux, que la femme avait une attitude qui était égalitaire par rapport à l'homme.
Donc voilà, c'était juste un apport, très bien. une contribution. La question, mais merci beaucoup. On va terminer là-dessus. Stéphanie, tu veux? Non, juste pour dire que il y a quand même effectivement, pour rebondir sur ce que vient de dire Françoise. Non mais il y a quand même effectivement on constate quand même beaucoup plus de difficultés quand même dans l'installation des femmes en agriculture, surtout si elles sont seules chefs d'exploitation. Et donc dans ce cadre-là et du travail qu'on mène sur la place des femmes en agriculture bio, on vient de sortir un guide sur guide d'aide à l'installation spécifique pour les femmes agricultrices. Et bon, honnêtement, dans les 7 témoignages qu'on a été recueillis au sein de notre réseau, toutes ont rencontré des difficultés réelles d'installation que n'ont pas forcément les hommes, quoi. Et juste une dernière chose, on n'a pas beaucoup parlé du lycée agricole, mais c'est notre deuxième axe d'action. C'est l'idée de former des ambassadeurs et des ambassadrices de l'égalité femmes-hommes en agriculture, et donc d'intervenir dans les lycées agricoles, parce que là aussi les enseignants ont une certaine représentation de la manière dont ils présentent le métier et dont ils appliquent le métier sur les fermes expérimentales agricoles, c'est-à-dire que systématiquement, très peu de filles vont aller gérer le matériel dans les fermes agricoles des lycées agricoles. Elles vont être cantonnées aux soins aux animaux, etc. Et donc, dès l'enseignement agricole, en fait, on cantonne parfois de manière inconsciente les filles à une certaine tâche et les garçons à d'autres. Et donc, c'est dès là qu'en fait, il faut essayer de retrouver une certaine égalité pour que finalement elles arrivent sereines dans le milieu de l'agriculture, avec pas l'idée de vouloir tout faire forcément, mais en tout cas d'avoir les mêmes chances dans l'installation, quoi. Je crois que j'ai bien compris. T'as compris, Jean-Paul, toi aussi? Il faut quand même sortir de cadre un peu rigide. Donc le banquier, tu vas aller le voir, Jean-Paul, tu vas lui en parler? Qu'il arrête de traiter comme ça. Ce sont mes chantiers déjà dès lundi. Ouais, voilà. On va en faire Ensuite, des débats. Deuxième chose, c'est la formation dans les écoles. Il va falloir que ça change un tout petit peu. On va insister. Et puis on a bien compris que finalement, quand on est deux, le couple, c'est beaucoup plus créatif et ça réussit beaucoup mieux. Et quand même, on est dans un territoire ici où j'ai l'impression que on est un peu en avance. Enfin, je sais pas, par rapport à l'étude, j'ai l'impression qu'ici, c'est un peu particulier. On n'a pas trop de problèmes d'égalité. Que dalle. Mais non, non, rien entendu qui met. C'est cohérent. On n'en a pas ici. Regarde Françoise. C'est chez les autres. Elle n'a pas de travail ici. Elle n'a pas de travail dans le Finistère. Il faut qu'elle s'exporte. Tu as bien compris. Moi j'ai compris que c'est dans le sud le problème. Ben voilà, c'est dans le sud, c'est essentiellement dans le sud. Bon. Non mais par contre là, je sens qu'on est en train de conclure parce qu'il y a l'apéro qu'on aperçoit depuis tout à l'heure. Exactement. Il faut. Et donc moi je serais curieux d'entendre un mot de conclusion par quelqu'un qu'on n'a pas encore entendu. Tout d'un coup là, il y a tous ceux qui n'ont pas parlé. Voilà. On les mobilise. Alors attends. Mais il a parlé tout à l'heure, mais dans les gens qui sont venus quoi, qui n'ont jamais parlé encore de la journée. Aussi on a plein. Ouais. Moi j'ai déjà parlé, je voulais juste faire un petit témoignage, c'est pas en lien avec l'agriculture, mais certains ont dû remarquer que j'ai plus le même nom par rapport à l'âge de l'année dernière, et c'est en fait tout simplement que j'ai pris le nom de ma femme, on s'est mariés et j'ai pris le nom de ma femme, ce qui est possible depuis 2013, et c'est encore pas très connu, voilà. Donc c'était juste pour dire ça. Bravo. Et alors, qui n'a pas parlé? Oui, effectivement, il faut que tout le monde parle. Après, qu'il ait envie aussi. Ah oui. Alors, une anecdote rigolote, on permet. C'est l'apéro qui prend du retard. Et il y a un monsieur tout à l'heure qui a dit c'est toi qui avais pris un congé parental pour tes filles. Alors, moi, comme vous avez remarqué, je m'appelle Nolwenn. Alors, petite histoire, c'est que quand j'ai eu ma première fille, j'ai pris un congé parental. Et ça a été très très compliqué d'avoir le congé parental parce qu'il a fallu que je discute avec l'époque, c'était la CPM et la MSA. Et donc c'était une voix d'homme qu'ils avaient au téléphone et je leur ai expliqué que je voulais prendre un congé parental et à chaque fois je donnais le nom. Et ça a pris 2 mois parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Mais Emmanuel, c'est lui qui prend. Non, c'est pas Emmanuel qui prend. Emmanuel, c'est une femme, d'accord. Mais
Vous me dites c'est Nolwenn qui prend. Oui, c'est Nolwenn qui prend, c'est l'homme qui prend le congé parental. Oui, mais c'est Nolwenn. Et ça a duré comme ça pendant 2 mois. C'était un peu compliqué pour monter le dossier. Voilà. Voilà. L'égalité, hein, tu vois. Peut-être qu'ici, il faut que les hommes se revendiquent un peu plus. Bon, mais voilà, donc on est invité maintenant alors je sais pas, Jérôme n'est pas là, qui est le maître de cérémonie. Alors vous nous attendez. Ah oui, c'est ici, voilà, tu es là. Hein, maintenant, on passe. C'est ça, tout le monde est invité à prendre un petit pot, l'apéro. Écoutez, merci beaucoup. Jean-Paul, tu as noté les noms de ceux qui ne se sont pas exprimés. Merci. Tous ceux qui sont partis en cours de route. Voilà. On les accueillera l'année prochaine. Voilà. Et merci.